J'étais prof d'anglais à ce moment-là, genre en Bolivie. J'ai bossé dans une ferme de permaculture au Costa Rica. Bossé dans une ferme de café en Colombie. Café. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de clients. On est présent dans plus de 100 pays et la boîte continue de grossir chaque année. Donc là, je mets la pression à mon père, genre ouais, il faut faire plus de t-shirts et tout et tout. On lance le truc et là, genre 5 commandes. Là, après, comme j'étais en Russie, j'étais avec des gens qui étaient assez chauds en hacking. Okay. Genre, tu vois, le soir, typiquement, ils se tapaient des barres à aller hacker certains sites, choper genre des cartes bleues. Du coup, ils se faisaient acheter des costards avec des faux numéros de cartes bleues en hackant des sites. Ça avançait bien. Et là, LinkedIn a rajouté une ligne de code. Ouais. Et ça a kill notre projet instantanément. En Russie, dans l'endroit où j'étais, il y a un mec qui a failli se faire buter, dégommé à coups d'extincteur. Enfin, c'était vraiment horrible. Au départ, on a énormément de gens, tu vois, qui arrivent sur l'outil et qui se disent c'est de la merde. Ils ont grave raison, c'est de la merde, tu vois. Est-ce que tu penses que justement tout ce qui est création de contenu, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui peut fonctionner? Est-ce que c'est possible de se différencier? Le problème autour de la création de contenu aujourd'hui, c'est que on est beaucoup trop obsédé par ce qu'on va appeler les Maintenant, c'est genre machine de guerre, tu vois. Et là, aujourd'hui, vous êtes combien exactement? Dans la boîte, on doit être 80, 90, un truc comme ça. Et cette année, on va terminer, je pense, à 24 millions d'ARR. En gros, que ce soit sur le marché français ou le marché américain, tu peux me lister les plus gros créateurs LinkedIn et je peux te dire que 90% utilisez l'Mpod. Et là, LinkedIn arrive et dit vous devez shut down le projet, sinon on vous attaque en justice et tout. Putain, c'est ouf parce que j'ai plein de potes qui ont levé des dizaines de millions. Quand je parle de leur croissance et de leurs chiffres, en fait, on les nique, tu vois. Genre, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de tous les VC, Europe, US. Ils veulent tous me voir. Personne n'a jamais fait ça. Et 6 mois plus tard, ils nous refont une offre. Et cette fois-ci, c'est 30 millions, entièrement en cash out. Donc bonjour à tous, c'est Pierre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Makers, le podcast avec des entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis super content d'accueillir un nouvel invité très spécial puisqu'il est le fondateur et CEO de l'Empire, Guillaume. Salut Guillaume, comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, ça va. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Déjà parce que je suis ton travail depuis plusieurs années maintenant. Et aussi parce que j'utilise, moi, en tant que client, l'Emlist et d'autres, mais on va en parler. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu peux déjà juste te présenter en quelques mots et après on peut commencer? Ouais, bah du coup je m'appelle Guillaume, j'ai 32 ans. J'ai monté il y a bientôt 6 ans l'Empire, qui est une suite d'outils logiciels qui aident les entreprises, généralement des startups scale-up jusqu'au PME, à trouver leurs clients et à closer plus de deals. On a lancé ça du coup début 2018 avec l'Emlist, qui est une plateforme d'automatisation de la prospection. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de clients. On est présent dans plus de 100 pays et la boîte continue de grossir chaque année. Ok, trop cool. Trop cool. Et alors, j'aimerais bien revenir. Donc, on va parler un petit peu de toutes tes expériences, même celles que tu as eues peut-être un petit peu avant de lancer l'Emlist. Ouais. Et si on remonte, si on fait un petit peu un saut dans le temps, toi. Époque collège-lycée, t'es quel genre d'élève? C'est qui Guillaume à ce moment-là? Je suis l'élève un peu perturbateur qui aime bien aller à l'école pour s'amuser. Okay. En fait, je sais pas, moi j'adorais l'école. Je trouvais que c'était vraiment cool. J'avais tous mes potes, on rigolait vraiment trop. Au lycée, j'ai eu plusieurs avertissements de conduite jusqu'au conseil de discipline. Et c'est là où on m'a mis dans une classe spéciale en terminale. Ok, d'accord. On a l'impression que c'est la classe des autistes, mais c'était une classe juste où il y avait que des mecs qui étaient genre vraiment chauds. Et moi, j'étais genre avec 0 de mes potes. C'était horrible. Et mais du coup, ça m'a permis à ce moment-là de me dire que c'était peut-être le moment de travailler pour réussir à avoir un bon bac. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu sais déjà que tu veux entreprendre. Est-ce que tu as eu ça jeune ou est-ce que ça remonte à quand ta première idée de business où tu te dis j'aime ça quoi? C'est une bonne question. En fait, moi genre c'est un truc que peu de Français aiment dire, mais moi j'adore l'argent. Ouais. Je viens d'une famille où il y a pas du tout d'argent, donc tu vois mes grands-parents c'est des paysans, mes parents ils ont pas leur bac, tu vois, donc ils ont pas fait d'études. Donc j'ai grandi, tu vois, avec des parents qui tu vois, c'était super important de faire des bonnes études, d'avoir le parcours le plus classique possible et surtout un focus sur les sciences, tu vois. Okay. Parce qu'ils se disaient, avec les sciences, en fait, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et eux, leur objectif, c'était que, il y avait pas trop ce côté entrepreneur dans ma famille. Ouais. Et donc, du coup, moi, en fait, quand j'étais petit, j'aimais bien le business, j'adorais l'argent, en fait. Tu vois, à chaque fois, je me disais, je sais pas, j'aimais bien économiser, travailler. Mon premier taf, j'avais peut-être 7 ans. Mon grand-père, quand il est parti à la retraite, du coup, il avait pas assez d'argent. Donc, il bossait sur des chantiers pour essayer d'arrondir un peu les fins de mois. Et donc, nous, on allait sur les chantiers.
On prenait des parpaings qu'on poussait en gros de la voiture jusqu'au chantier, quoi. Okay. Et à la fin de la semaine, j'étais payé genre 10 francs, tu vois. Okay. Donc clairement, j'étais exploité et pas bon en business à l'époque. Mais par contre, le fait, tu vois, de gagner de l'argent, en fait, je me souviendrai toujours, tu vois, de cette sensation de putain, j'ai gagné de l'argent, quoi. Et en fait, très rapidement, en grandissant, je m'en foutais un peu des cadeaux et des trucs comme ça, mais j'étais toujours très chaud pour qu'on me donne de la thune, tu vois. Donc à Noël, anniversaire et tout, et j'aimais bien en fait avoir de l'argent, essayer de racheter des trucs et de le troquer, tu vois, genre quand j'étais petit, ça m'est arrivé, tu vois, à partir d'une bille de la transformer en genre Game Boy Color. Donc la bille, tu gagnes un calot, le calot, tu dis qu'il est super rare, tu l'échanges contre un autre truc, et puis après t'as quelqu'un qui a de la thune et qui a eu 2 Game Boy Color, donc il s'en fout un peu et tu lui échanges contre, je sais pas, une carte Pokémon top. Donc j'ai toujours eu un petit peu ça, tu vois, enfin ça me faisait kiffer, mais dans ma tête, en gros, même, tu vois, puisque tu parlais un peu du lycée, au lycée, genre dans ma tête, c'était quasi interdit pour mes parents de parler de ES, quoi, tu vois, genre économique et social. À l'époque, ça s'appelait comme ça, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais c'était du coup inconcevable. Et pareil, aller en école de commerce. En fait, pour mes parents, école de commerce, c'était un peu genre Jean-Claude Convenant, tu vois, mec avec petite chemisette et tout. Et clairement, en fait, j'ai réalisé après que c'était juste une question de thune, tu vois. Que quand t'as des écoles de commerce qui coûtent, je sais pas, 10 000 balles, un truc comme ça, bah, en fait, juste mes parents, ils avaient pas du tout le budget pour ça, quoi. Ok. Et du coup, alors, tu passes ton bac S, du coup, je suppose. Bac S, ouais. Et alors, je crois qu'on a un petit point commun, c'est que t'aimes bien les parfums, les odeurs et autres. Ouais, de ouf. Moi, je voulais être né quand j'étais plus jeune. Et du coup, toi, après ton bac, tu te rediriges vers des études d'ingénieur en biologie, c'est ça? Ouais. Alors en fait, je pars direct à la fac parce que c'était les études les moins chères que je pouvais faire. Et ça me permettait aussi de travailler à côté. Donc en fait, j'adorais les sciences, globalement, j'adorais ça parce que ça me permettait de comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc, que ce soit de la biologie, de la chimie ou de la physique, tu vois, c'est un peu la base de la compréhension du monde qui nous entoure, tu vois. Et donc, du coup, j'étais un petit peu focalisé là-dessus et je me disais, bah, cool, comme ça, je peux bosser genre 20 heures à côté. Je faisais babysitter, j'ai bossé aux Galeries Lafayette en tant que vendeur, dans des bars, enfin, tu vois, j'ai un peu tout fait. Et ça me permettait de faire de la thune. Et arrivé en gros au master, j'ai eu une bourse au mérite, tu vois, donc parce que j'étais bon, ça fait un peu genre la tête, mais genre j'étais genre le premier de la promo. Et donc du coup, j'ai pu partir à l'étranger parce que moi mon rôle, enfin vraiment mon objectif, c'était d'apprendre à parler anglais. Parce que je me dis si je veux faire du business mais que je sais pas parler anglais. À ce moment-là, tu parles pas trop anglais? Non, franchement, je suis rincé, je suis éclaté au sol. Non, mais c'est ouf parce que aujourd'hui, en fait, tout ton contenu il est en anglais. Ouais, donc, c'est ça. Non, à l'époque, franchement, j'étais claqué et du coup, je commençais à me chauffer à mater les séries en anglais parce que en plus j'avais une meuf à l'époque qui était elle qui était vraiment archi bilingue, elle parlait genre 14 langues, enfin tu vois, c'était un délire, tu vois, donc je me sentais vraiment comme une merde. Donc je t'ai dit vas-y, il faut que je me chauffe aussi à apprendre. Et je suis parti en Écosse, tout était payé, du coup c'était cool. Arrivé là-bas, j'étais dans un labo de recherche pour faire de la synthèse de médicaments. Et le gars qui était le directeur du labo, même si moi j'avais une bourse, en gros, comme j'ai vu qu'il payait un peu certains étudiants qui étaient très bons, je lui ai dit ouais, en fait niveau thune c'est un peu chaud pour moi et tout. Et du coup il m'a repayé en plus. Donc à ce moment-là pareil, je commençais à économiser de l'argent avec pour but après en fait d'essayer d'intégrer en passerelle une école d'ingé. Et donc j'ai intégré Chimie Paris Tech qui est genre la meilleure école en France de chimie d'ingénierie. Et donc du coup moi tu vois toute ma vie ça a été des passerelles et après Chimie Paris pareil j'ai fait une passerelle à HEC histoire d'avoir le tampon ça y est je fais du business et pendant ces années tu vois j'avais eu le temps de d'économiser etc tu vois pendant quasiment 5-6 ans quoi. Et alors je crois que t'es parti aussi à l'étranger donc là tu me parles de l'Écosse. T'as fait un tour du monde aussi non? Ouais, j'ai fait un tour du monde où c'est à quelle période ça exactement? Ça c'est entre l'école d'ingé et HEC. Et en fait, j'avais été pris à HEC après mon école d'ingé et je leur ai dit, bah en fait, est-ce que je peux venir l'année prochaine? Là, ils m'ont dit, bah si tu veux, mais pour ça, il faut que tu montres que tu as un projet qui en vaut la peine, quoi. Et je leur ai dit, bah en fait, je veux utiliser les réseaux sociaux pour montrer qu'on peut créer de vrais liens sociaux. Et mon objectif, c'est d'aller me loger dans 20 pays différents gratuitement chez les gens. Trop cool. Et donc du coup, avec mon meilleur pote, on est parti. Et on utilisait toutes les plateformes, genre Couchsurfing, Woofing. Donc, Couchsurfing, c'est tu peux loger gratuitement chez les gens. Woofing, c'est tu travailles et en échange. Donc, tu vois, genre, on a bossé, j'étais prof d'anglais à ce moment-là, genre en Bolivie. J'ai bossé dans une ferme de permaculture au Costa Rica. Bossé dans une ferme de café en Colombie.
café. Et genre, on me faisait faire des trucs vraiment de merde, genre, hey, Guillaume, comme toi, moi, j'étais assez grand et tout. Il se disait, genre, le gringo, on va lui faire vraiment toutes les tâches de merde. Donc, il nous faisait couper des arbres à la tronçonneuse. Il nous envoyait, genre, à un moment, il me fait, ouais, il y a une vache en haut de la montagne et tout, il faut la faire descendre. Je suis là, mes frères, en fait, genre, tu m'as pris pour, Donc, au final, t'as pas le choix. Tu vas en haut de la montagne, tu dois te ramener une vache, tu vois. Donc, va descendre une vache bref. Donc, c'était des bonnes expériences. Ok, trop cool. Ah ouais, c'était vraiment, t'as vu pas mal de trucs à ce moment-là. Et ça a été 1 an, c'est ça? Ouais, on a fait 1 an, ouais. Ok. Et à ce moment-là, t'as quel âge, quand tu fais ça? J'ai 24, 25. Ok. Et du coup, après ça, donc tu rentres à HEC? Ouais, c'est ça. Je rentre à HEC et dans ma tête, je me dis, putain, cette école, elle coûte un bras. Ouais. Je vais y être que pendant 1 an. Et c'est le moment, tu vois, là, à ce moment-là, je sais que je veux lancer un business, tu vois. Okay. Parce que j'ai passé, en fait, l'avantage, c'était qu'en école d'ingénieur, on avait une option entrepreneuriat que j'avais pris. Okay. Et cette option, en fait, j'avais fait un projet avec 2 ou 3 autres meufs. Et en fait, c'était un truc, on avait, c'était vraiment l'école de l'entrepreneuriat parce que tu sais, ils te font faire un business plan, machin, alors que c'est les trucs, jamais je conseillerais à un entrepreneur de faire ça de sa vie, tu vois. Mais du coup, on avait fait tout ça jusqu'au process genre de la levée avec des investisseurs et on avait un gars qui était chaud pour mettre un ticket. Okay. Mais au final, on avait décidé de pas lancer le projet. Mais à ce moment-là, en fait, je m'étais dit, ouais, ça me fait kiffer, tu vois. On passait des soirées à taffer dessus, à créer, tu vois, genre réfléchir au marketing et tout. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est ça qui me passionne. J'étais aussi grave fan, tu vois, de Mad Men. Je sais pas si tu vois la série un peu avec Don Draper et tout. Et en fait, je me disais, putain, mais en gros, le marketing, c'est vraiment la folie. J'ai envie d'apprendre beaucoup plus en détail. Et c'est pour ça que je me suis dit, go HEC. Okay. Et on va voir ce que ça donne. Ok, trop cool. Et du coup, donc parcours à HEC, tu fais 1 an, c'est ça? HEC? Ouais, je fais même pas 1 an. En fait, c'était genre 9 mois, tu vois. Okay. Et à ce moment-là, en parallèle, je décide de monter un business avec mon père. Ouais. Donc mon père, lui, il faisait de la sérigraphie. Donc il imprime sur des tissus, tu vois. Et on s'est dit, bah, le truc classique, on va faire des t-shirts. Et là, on part dans un truc où, moi, je voulais faire, en fait, j'étais tombé sur un article qui parlait, tu vois, de la traçabilité du coton. Okay. Et en gros, le coton, comme c'est pas forcément, où il y a très peu de t-shirts qui sont vraiment traçables, bah, tu te rends compte que, soit il y a des enfants qui ont bossé pour le récolter et qui ont été maltraités, voilà. Soit c'est un truc qui vient de Syrie. Et en fait, en Syrie, au final, le coton, ça représentait à l'époque, je crois, quasiment 4-5% du financement de Daesh. Okay. Donc, en gros, t'as le coton qui est envoyé en Turquie. La Turquie ensuite fait des fils et les fils ensuite sont envoyés partout dans le monde pour faire des t-shirts. Enfin bon, bref, c'était une grosse galère. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, genre il y a d'autres types de coton, du coton bio qui est traçable, meilleur pour l'environnement et tout. Donc je me suis dit, niveau marketing, je trouvais le concept un peu intéressant et je me suis dit, go, on va faire un truc là-dedans. Donc là, je crée une communauté autour de Paris où je poste plein de photos sur Insta, tu vois, genre de petits déjeuners de Parisiens. Mais en fait, c'était pas du tout mon contenu. Je volais du contenu partout. Et petit à petit, on crée une bonne communauté et je me dis, en fait, c'est une communauté de gens qui aiment un peu le style de Paris et tout. Donc, la marque s'appellera genre Paris reste un rêve et on va lancer le truc. Et là, genre, je suis persuadé, tu vois, j'ai genre 4000 personnes dans la communauté. Je me dis, bah, vas-y. Donc, moi, dans ma tête, j'ai pas du tout les bons chiffres de taux de conversion, mais je me dis, OK, 10 personnes, 10% qui vont convertir. Donc, j'aurai au moins 400 commandes. Donc là, je mets la pression à mon père, genre, ouais, il faut faire plus de t-shirts et tout et tout. On lance le truc et là, genre, 5 commandes. Sachant que moi, ma stratégie, c'était vraiment très clair. Hein. C'était genre, j'ai la communauté, il y a 10% qui vont acheter parce qu'ils kiffent. Et ensuite, derrière, je vais les contacter, bouche à oreille. Et dans 6 mois, on a vendu 1 million de t-shirts. Tu vois. Bon, j'étais très optimiste. Et en fait, là, je me retrouve avec 6 t-shirts, du stock, et je sais pas quoi faire. Et mon père, qui est genre grave déçu aussi, parce que tu vois, lui, il se disait... bah potentiellement c'est le truc qui va aussi lui faire de l'argent dans toute sa vie, tu vois, donc c'est trop bien et tout. Parce que moi en fait je l'avais grave chauffé, tu vois. Moi j'étais grave chaud donc j'avais chauffé à fond. Et là c'était un peu dur, tu vois, parce que bah du coup je savais juste pas comment faire. Je me disais bah ouais tu peux faire des ads mais en fait j'ai pas d'argent. Donc si t'as pas d'argent comment tu fais? Donc je contactais des influenceurs à balles, mais les influenceurs c'était l'époque où ils se faisaient aussi harceler, ils s'en battaient un peu les couilles, il y avait des nouvelles marques tout le temps. Donc en fait c'était très très dur. Et en parallèle à ça, j'ai un pote à moi qui me dit bah écoute, moi je lance une agence d'acquisition,
en B2B. Je dis alors attends, quoi? De quoi tu me parles? Et il me dit en fait on fait du cold email. Je dis quoi? Il me dit en fait c'est simple, tu peux trouver l'adresse mail de n'importe qui est sur LinkedIn. Donc là je suis là en mode ah ouais putain c'est ouf. Et il me dit et tu leur envoies des messages de prospection. Et moi mon objectif c'est de réussir à booker des meetings avec des gens pour des entreprises. Comme ça, eux, ils arrivent en meeting et ils ont juste à closer. Je fais putain, mais c'est génial et tout. Et donc lui m'apprend énormément de trucs. Donc Badis, mon pote, et on fait ça. On part aux États-Unis, on close des clients aux États-Unis. Enfin, tu vois, genre le truc marche vraiment bien. À ce moment-là, c'est un peu dur avec mon père parce que du coup, tu vois, j'ai un peu arrêté de lui parler. Je me sens vachement gêné aussi du fait que ça ait pas marché. Et puis la communication dans la famille, c'est pas forcément genre le truc le plus facile, tu vois. Ouais. Et donc du coup après ça on commence à avancer sur le projet, mais je me rends compte que le modèle de l'agence c'est pas forcément l'endroit où je m'épanouis le plus. Genre j'adore les logiciels, j'adore l'aspect un petit peu technique, tu vois, que j'avais dans les sciences, et je me dis j'ai peut-être envie de lancer un SaaS, tu vois, un software. Et donc là je décide de revendre mes parts dans l'agence, donc en vrai pour quasiment rien, je crois 1200 € ou un truc comme ça. Et alors sur le business à ce moment-là, parce que du coup t'es allé un tout petit peu vite dans l'histoire, mais je trouvais ça intéressant ce que t'as dit par rapport à ton père. Ouais. Parce que, et même par expérience, on a parlé un tout petit peu juste avant qu'on commence, mais c'est vrai que je pense que c'est toujours délicat. En tout cas, tu vois, on dit ça peut très bien fonctionner quand tu t'associes, que ce soit avec des amis. Dans mon cas, c'était des amis, mais ou de la famille. Mais je pense que ça peut rajouter aussi ce risque supplémentaire, tu vois. Surtout, je pense quand on est plus jeune, où t'as pas encore, tu vois, tu le disais, t'étais très enthousiaste au départ de commencer ça, et au final ça peut compliquer les liens. Toi du coup ça a duré combien de temps aussi avec ton père avant que tu te dises en fait ça a pas fonctionné, enfin tu vois, je reviens à la raison et je me dis j'avance vers un autre projet. Je pense qu'on a dû faire ça pendant 6 mois, tu vois. Ok. Mais c'était quand même, en fait c'est intense 6 mois quand tu lances un projet. Parce que tu sais, t'es à fond dedans en fait, donc tu passes tout ton temps dessus. J'apprenais, enfin tu vois, j'ai fait toutes les erreurs, genre j'étais pas au courant je connaissais pas, tu vois, les sites genre Shopify, etc. Ouais. Même à l'époque, c'était pas encore archi développé, donc j'avais tout codé moi-même. Il y avait des problèmes de performance. On avait dû installer un système de paiement avec une banque, donc en fait, c'était pas du tout un truc genre Stripe ou un truc en un clic et tout. C'était vraiment genre tu devais faire une intégration avec la banque. Okay. Donc ça te mettait sur l'interface de la banque quand tu devais payer. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, et à chaque fois, et en fait, il y avait trop de trucs qui me frustraient, genre le site il était lent, enfin tu vois, il y avait plein de trucs genre et c'était que des beaucoup de galères, tu vois. Et quand tu vois que tous ces efforts en fait, ils aboutissent pas, j'avoue que à ce moment-là, genre j'ai eu un petit peu la chance, tu vois, d'avoir quelqu'un qui me proposait autre chose, et je me suis dit ok, tu vois, genre en vrai, il faut que j'apprenne. Ouais. Et ce truc, tu vois, pour les t-shirts, à ce moment-là, je l'ai même un peu tourné en mode, c'est une expérience, je l'ai juste fait en mode test, machin. Alors que, en fait, dans les faits, c'était pas vrai. À l'époque, je voulais vraiment que ça soit le truc le plus gros au monde, mais par contre, j'avais pas du tout les connaissances nécessaires, tu vois, pour y arriver, quoi. Ni d'ailleurs le budget initial, je pense. Ok. Et du coup, donc ton pote, c'est un pote à toi qui est à HEC à ce moment-là? Ouais. T'es à HEC, donc tu le rencontres? Même promo. Ok. Ouais. Et donc vous parlez de cette, donc lui il fait déjà un petit peu ça, c'est ça? Il vient de commencer en fait. Il a genre un client, tu vois. Ok. Et il m'explique un peu. Lui, il avait bossé dans beaucoup de boîtes, genre Publicis, etc. Okay. Donc il connaissait un petit peu comment ça fonctionnait. Et en fait, à partir de là, je me dis vas-y feu, tu vois, et j'apprends avec lui, tu vois, et on commence. Et pareil, tu vois, genre je me rappelle quand j'ai closé mon premier client et je le faisais payer, je sais pas, genre 500 balles. Dans ma tête, j'étais là, mais c'est des ouf, il me paye 500 balles, je sais rien faire. Non, c'est incroyable. Et en fait, au fur et à mesure, après, tu vois, c'est ça qui est assez marrant, je trouve, c'est que quand tu te lances, tu sais, les gens, c'est toujours galère de trouver son prix. Et je pense que ce qui est important, c'est de mettre un prix qui te mette suffisamment de pression pour être sûr que tu délivres beaucoup de valeur, mais en même temps, un prix pour lequel t'es pas non plus trop de pression et tu te dises, ok, c'est impossible, tu vois. Ouais. Et en fait, petit à petit, il faut toujours augmenter ses prix quand t'es dans une agence. Enfin, pour moi, c'est vraiment genre le point clé, tu vois. Si tu veux scale une agence, il faut réussir à tout le temps augmenter ses prix, aller chercher des clients pour qui ce que tu délivres a encore plus de valeur. Et c'est vachement intéressant, tu vois. C'est très psychologique. Genre, je sais que j'ai perdu des deals typiquement parce que je priceais beaucoup trop bas. Okay. Et ça m'a mis une gifle de ouf parce qu'en fait, je m'étais retrouvé, on était 3 agences en compétition. Le gars, en fait, j'avais réussi à le choper
parce que c'était un ancien HEC, mais genre le gars il avait 50 ans, tu vois. Ouais. Et en fait on était arrivé, il m'avait fait venir dans ses bureaux, 14 commerciaux, genre enfin directeur de pôle commercial, etc. Okay. et tout. Et du coup genre je présente le truc et on arrive au pricing. Et en fait les mecs ils comprenaient pas, tu vois. Et sachant que moi j'avais pricé un truc du genre je sais pas 1500 euros par mois, tu vois, avec un contrat annuel, tu vois, je leur avais dit. Okay. Et en fait eux ils étaient là dans leur tête, mais c'est chelou, tu vois, parce que tout le monde, en fait, c'était des contrats à genre 300, 400 000 balles. Ouais. Et en fait, après, tu vois, tu comprends que l'entreprise à laquelle tu t'adresses, eux, ils ont un budget. Donc, en fait, si cette année, ils décident de passer avec toi pour 15 000 balles, alors qu'ils avaient 400 000 balles de budget, en fait, à la fin de l'année, on va leur dire, en fait, non, t'as pas besoin de 400 000, t'as besoin de 15. Donc, on te reconduit les 15 et les 400 morts. Ou tu vois, on te dit, on coupe la prend en deux, prends, je sais pas, 50. Et donc, en fait, eux, quand ils ont 400 000, ils vont dépenser les 400 000. Et en fait, c'est là où tu comprends, tu vois, la psychologie de la vente. En fait, j'ai commencé à avoir tous ces petits points de, en fait, faut vraiment poser beaucoup plus de questions pendant les calls de découverte, réussir à comprendre qui est la personne, quels sont leurs besoins, quels sont leurs budgets, qui sont les décisionnaires, etc. Et c'était vraiment, genre là, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment passionné pour la prospection, quoi. Ok. Et du coup, donc ça, et pareil, vous le faites combien de temps ça, moi, je suis resté avec lui pendant, je pense, 9 mois, un truc comme ça. Ok. Et vous montez tu te rappelles à peu près à combien vous montez de chiffres ou je crois qu'on faisait genre quasiment, je sais pas, entre 7 et 10 K, je pense, de MRR. Donc ça commence à être un truc intéressant. Ouais. Ça faisait genre une centaine de K à l'année, un truc comme ça. Et vous étiez seul ou vous aviez commencé à recruter même des freelances? Ouais, on avait beaucoup de freelance. En fait, moi, je recrutais à balle des gens genre aux Philippines, en Pologne et tout pour aller chercher de la data. Donc ça coûtait rien, tu vois, je payais des gens genre 3 balles de l'heure et je leur faisais cleaner des listes, etc. et tout. Et ça, c'était un truc, franchement, c'était game changer parce que comme ça, moi, je pouvais être focus sur la prospection, aller closer. Ok. Et ouais. Ok. Et du coup, donc c'est à ce moment-là où après ces 9 mois-là, tu m'as dit, donc là on revient à on était tout à l'heure, tu vends tes parts à ton pote. Ouais. Et là, tu te dis, je vais aller. Donc comment tu découvres déjà un peu. Déjà, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un SaaS? Ouais. Et comment tu vas vers ça au départ? Comment tu te dis, c'est le bon business model? Donc en gros, ça c'est software as a service. Et pour prendre un exemple très simple, Netflix par exemple, c'est un logiciel, une plateforme où tu vas payer un abonnement récurrent tous les mois. En fait, c'est le business model du logiciel en ligne. C'est exactement ça. Et l'avantage du logiciel en ligne, c'est que tu as un revenu récurrent. Donc en fait, techniquement, avec un SaaS, à moins que tu perdes plus de clients que tu n'en gagnes, mais tous les mois, tu es censé faire de plus en plus d'argent, tu vois. Ouais. Et en 6 ans de l'Emlist, globalement, tu vois, notre trend, elle est tout le temps vers le haut, quoi, tu vois. Après, tu peux avoir des mois où tu es flat pour X, Y raison, tu vois, mais globalement, c'est la tendance, quoi. Et du coup, je me dis, en fait, ça a l'air beaucoup plus prédictif. En plus, les valorisations des logiciels sont bien plus élevées, les marges sont beaucoup plus élevées, parce que tu vends... En fait, quand tu es une agence, globalement, tu vends toujours plus ou moins du temps. Parce qu'il y a du temps d'homme, il y a de la créa, il y a des choses. Et en fait, après, tu peux réussir à vendre, tu vois, je dirais, avec une marge qui est très élevée en agence. Et c'est ce qu'il faut que tu t'arrives à faire, tu vois, plus le temps passe. Mais sur du SaaS, en fait, ta marge, ta grosse margin, elle est archi élevée. C'est genre 95-98%. Parce que ton coût de serveur, il est dérisoire par rapport à ce que des clients vont payer, tu vois. Et puis tu peux avoir des gens qui payent aussi 1 an d'avance. Exactement. Donc, ouais. Donc ton cash flow, il est vraiment, c'est vraiment très positif. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, je sais recruter des gens à l'étranger. Donc je vais recruter avec les 1000 euros que j'ai. Je vais me faire un budget genre 500 euros pour sortir un MVP. Donc MVP, Minimal Viable Product, c'est genre la première version d'un produit que tu peux faire tester à des gens. Donc je me dis, je vais dépenser 500 balles. Et je recrute. Donc là, je commence à faire des entretiens. Je tombe sur un Russe. Et là, je le chauffe en lui disant, vas-y, genre, je te paye 500 balles, tu me fais un MVP. Donc je fais les designs et tout. Et à partir de là, dès qu'on a un premier client, genre, on monte la boîte, tu prends la moitié des parts et tu vois, on se lance ensemble et on fait de la thune, tu vois. Et là, le gars, il me dit, ok, machin. Et donc, il bosse 1 mois et je vois que ça avance pas trop. Et il me dit, non, mais en fait, il y a d'autres projets. Et je lui dis, combien de temps ça te mettrait, tu vois, pour faire ce projet? Il me dit, je sais pas, 3 semaines, un truc comme ça. Je dis, ok, j'arrive en Russie et on le fait ensemble, tu vois. Et là, je pars à Taganrog, qui est genre à 1 heure de Rostov, donc 2 villes que je connaissais pas du tout, milieu de nulle part en Russie. Et je passe genre 3 semaines là-bas, sauf que quand j'arrive, en fait, lui, il a une mini équipe de dev
Okay. Et on se retrouve genre à 5 avec des mecs qui parlent pas du tout anglais Okay. à essayer de bosser et de lancer un MVP, tu vois. Et donc là, c'est vraiment genre le roller coaster. En gros, l'idée à l'époque, tu vois, c'est moi j'aimais bien bidouiller, tu vois, genre j'ai des bases vraiment de code, tu vois, mais très basiques. Et en fait, ce qui se passait, c'est que globalement, les iframes, c'est des pixels que tu peux mettre un peu où tu veux. Et dans un iframe, tu peux décider de mettre un URL. Donc quand une page, par exemple, Internet va être loadée directement, toi, sur ton écran, ben, potentiellement, dans un pixel, tu peux aussi mettre n'importe quel site derrière que tu as mis en iframe et le site va se loader. Okay. Et donc, ce que j'avais décidé de faire, c'est de regarder si en mettant mon profil LinkedIn directement dans un iframe, si il arrivait à se loader et si oui, est-ce que je voyais sur LinkedIn que la personne qui avait visité le site avait en fait visité mon profil aussi. Okay. Tu vois? Okay. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir dire que à partir de cette méthode, on peut potentiellement identifier n'importe qui sur un site internet. Okay. Parce que globalement, tu vois, quand tu ouvres ton navigateur et que tu tapes linkedin.com, bah, en fait, tu vas arriver et tu es déjà login. Ouais. Donc, en fait, tu es déjà. Ouais. T'es Les gens déjà se déconnectent jamais parce qu'en de fait, tu as des LinkedIn. cookies de session et ces cookies de session, en général, ils durent quasiment à l'infini. Et donc là, on crée genre des batteries de profils LinkedIn parce que évidemment, tu veux un profil LinkedIn par site. Ouais. Comme ça, tu es sûr de savoir qui visite quel site. Et après, il faut identifier les gens qui viennent visiter. Et donc, on commence à lancer plein de trucs, on lance plein de tests et tout. Ça marche bien. Là, après, comme j'étais en Russie, j'étais avec des gens qui étaient assez chauds en hacking. Okay. Genre, tu vois, le soir, typiquement, ils se tapaient des barres à aller hacker certains sites, choper genre des cartes bleues et acheter genre parce qu'ils étaient là, attends, on a un mariage ce week-end, machin et tout. Du coup, ils se faisaient acheter des costards avec des faux numéros de carte bleue en hackant des sites qui se faisaient livrer dans un truc. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Pirate, quoi. Mais ouais, mais en 2 secondes, tu vois, ils avaient hacké des Ouais, sites. Enfin, c'était vraiment tout ça. Et du coup, pour réussir à choper un maximum de personnes, ils arrivaient, tu vois, à aller faire des injections d'iframe dans certains sites qui ont beaucoup de visiteurs Okay. afin de pouvoir récupérer plein d'ID pour les identifier plus rapidement, tu vois. Okay. Et donc ça commençait à bien marcher. On avait notre premier POC. Ça avançait bien. Et là, LinkedIn a rajouté une ligne de code dans leur plateforme qui dit « Je ne veux plus que un URL LinkedIn puisse être logué dans une iframe. » Okay. Et ça a kill notre projet instantanément. En Russie, dans l'endroit où j'étais, il y a un mec qui a failli se faire buter. Donc, cette dégommé histoire. à coups d'extincteur. Enfin, c'était vraiment horrible. Donc, il y a un moment où je me suis dit, bon, genre, j'ai dépensé tout mon argent, c'était mes 1000 balles. Il me reste un tout petit peu. Je crois qu'il me restait, tu vois, j'avais économisé de mes différents jobs et tout. Je devais avoir peut-être 1500 €, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, genre, en vrai, j'ai pas besoin de recruter des gens. Il faut que j'ai des vrais cofondateurs. Et sur un projet, tu vois, qui soit un peu sérieux et genre que j'arrête de faire des trucs border. Donc je suis rentré en France et là je me suis dit vas-y, il faut que je lance un nouveau projet et c'est là où j'ai décidé de lancer Lemlist. Ok, donc là t'avais déjà rencontré tes associés à ce moment-là? Ouais, en fait, quand j'avais l'agence d'acquisition, je faisais pas mal de genre pro bono, on va dire. Donc les boîtes qui étaient toutes petites, en général, je pouvais passer quelques heures parfois. Juste parce que, en fait, moi, ça me fait toujours kiffer, tu vois, les challenges business. Le business, je peux en parler pendant genre des heures, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Ça me fait toujours kiffer de résoudre des problèmes. Donc, en fait, eux, ils se galéraient, ils arrivaient pas à faire d'argent. Donc, en gros, j'ai repris tout ce qu'ils faisaient. J'ai cuté, tu vois, genre par canaux d'acquisition, et je leur ai fait une full stratégie de contenu, outbound, prospection, etc. sur comment moi je ferais si j'étais dans leur boîte pour aller dégommer les chiffres, tu vois. Okay. Et donc à partir de ça, c'est comme ça que eux ils ont vu, tu vois, que j'apportais de la valeur et que je savais délivrer. Et moi après, je voyais que c'était des devs qui étaient très bons. Et donc on s'est dit quand je suis rentré de Russie, bon, est-ce que c'est le moment de s'associer sur un nouveau projet parce que leur projet faisait pas d'argent, ils arrivaient pas à se payer, quoi. Ouais, c'était ma question. C'était est-ce que eux du coup bossaient déjà sur ça à ce moment-là? Ça faisait 2 ans et demi qu'ils avaient un projet. Et ils arrivaient toujours pas à faire assez d'argent pour pouvoir se payer, tu vois. Donc Donc en gros, c'était, et leur troisième associé qui était un associé business avait décidé de partir. Okay. Donc eux, ils étaient saoulés, ils en avaient marre du projet, ils se disaient on veut faire un truc nouveau.
Et moi, je voulais faire un truc nouveau aussi, donc ça matchait bien. Ouais, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment elle naît l'idée de l'Emlist au départ? Comment ça se fait? En gros, c'est parti vraiment de la problématique que moi j'avais à l'époque, tu vois, quand j'étais dans l'agence d'acquisition, c'est que avoir, tu vois, des réponses quand tu fais des mails de prospection, c'est compliqué. Ouais. Et pour ça, il faut se différencier. Donc, on a été la première plateforme qui pouvait générer, tu vois, sur des photos, des textes personnalisés, ajouter le logo de la personne, faire des vidéos personnalisées. Ouais. Donc en fait, on faisait des trucs à l'époque, tu vois, maintenant c'est peut-être un peu plus courant, mais à l'époque, il y avait personne qui avait créé ça. Et donc en gros, nous, toute notre plateforme, on l'a tournée depuis le début. C'est un peu genre notre motto, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos utilisateurs aient plus de réponses qu'avec la compétition. Donc au début, ça a commencé par la personnalisation dans le mail, etc. Après, on est allé sur une partie ultra technique qui est la délivrabilité. Donc, c'est comment est-ce que tu fais pour qu'un mail arrive vraiment dans l'inbox et pas dans les spams. Après, on a commencé à pousser à fond avec l'intelligence artificielle. Et après, là, tu vois, on développe des trucs, de plus en plus, en gros, pour aider les clients. Et on est toujours, ou en tout cas, on essaye toujours d'être vraiment genre numéro 1, tu vois, dans l'innovation sur ces sujets, quoi. Ouais, je comprends. Et alors, donc tu me l'as dit, ça naît de la problématique que tu as rencontrée toi. Ouais. À cette époque-là, il n'y a pas des outils qui sont aussi avancés que vous, en tout cas sur la personnalisation d'email, mais il y a quand même déjà un peu des outils de prospection. Il y a masse d'outils de prospection, ouais. Voilà. Ouais. Et comment toi, tu te dis à ce moment-là, on va lancer ça plutôt qu'autre chose. Tu vois, en tant que, quand tu te lances dans un projet comme celui-ci qui est quand même assez gros, qu'il y a des concurrents qui sont assez installés sur le marché. Ouais. Comment toi t'arrives à te dire, ok, on va quand même aller là-dedans, et puis comment t'arrives à te dire, on va faire ça de manière différente? Ouais, c'est une bonne question. En fait, surtout qu'à l'époque, il faut te dire, il y a vraiment genre des centaines de concurrents qui sont beaucoup plus avancés que nous, qui existent depuis des années. Donc en fait, on sait très bien que sur les fonctionnalités qu'on va devoir développer pour être au même niveau que les autres, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, c'est ce qui nous a forcé dès le début à avoir un différenciateur vraiment très très clair. Okay. Et qui soit aussi lié au ROI que les gens ont quand ils lancent des campagnes de prospection. Et ton retour sur investissement dans des campagnes de prospection, c'est quoi? C'est le nombre de rendez-vous que tu vas avoir avec tes prospects et le nombre de deals que tu vas closer. Et donc, en fait, au départ, on a énormément de gens, tu vois, qui arrivent sur l'outil et qui se disent c'est de la merde. Mais ils ont grave raison, c'est de la merde, tu vois. Parce que, tu vois, on faisait, je crois qu'on pouvait rajouter qu'une relance, tu vois, alors que tout le monde faisait plein de relances. Il y avait un moment où on traquait pas les clics, on traquait pas les open. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de trucs qui sont arrivés au fur et à mesure, tu vois. Et en fait, ça prend vachement de temps. En fait, ça prend vachement de temps de développer une solution qui soit ultra robuste et tout. Et c'est aussi comme ça que tu crées un petit peu la barrière à l'entrée, tu vois. Ouais. Mais en fait, quand je me lance, moi, ce que je me dis, c'est un marché énorme. Tout le monde fait de la prospection. Dès que tu as une boîte, en fait, tu dois trouver des clients. Et en fait, je me dis que en fait, j'ai peut-être la prétention à l'époque, tu vois, mais je me dis, on peut être meilleur que les autres, tu vois. Okay. Genre, je vois le contenu qui sort et je vois le contenu qui est écrit. Je me dis, mais en fait, c'est de la merde. Clairement, les gens qui écrivent ça, ils ont jamais fait de la prospection. T'as toutes les plateformes qui vendaient un peu du rêve en mode, mets ta prospection sur autopilote. Impossible, tu vois, à l'époque. Aujourd'hui, tu vois, avec l'IA et ce qui est en train de se passer, on va pouvoir y tendre, tu vois. Mais à l'époque, c'est clairement impossible. Et donc, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans un marché où t'as la surenchère de la tagline en mode faites de plus en plus d'argent. Après, t'as un mec qui dit faites 1 million. Là, t'as un autre gars qui dit faites 2 millions grâce à cette méthode. Bah, en fait, au bout d'un moment, le seul truc que tu fais, c'est que déjà, tu casses ta crédibilité. Et à côté de ça, bah, en fait, les gens, ils sont saoulés, tu vois, parce qu'ils se disent bah non, ça marche pas pour moi et c'est mort. Alors que si tu vois, t'arrives avec un message en mode on vous a dit que ça et ça allait être facile et que vous allez pouvoir faire plein de thunes et au final, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le cas. Bah, c'est normal, tu vois. Parce qu'en fait, la prospection, c'est dur, tu vois. Après, si vous êtes OK pour suivre telle étape, faire de la personnalisation, nanana, et pour réussir à avoir des rendez-vous, et je vous assure que ça va marcher, bah là, vous pouvez sign up, tu vois. Mais si vous n'avez pas envie de faire un effort minimum, ça marchera pas, tu vois. Ouais. Bah, en fait, là, les gens, ils se disent, OK, tu vois, peut-être que, en fait, lui, il est honnête, et j'ai envie de regarder sa méthode, et regarder comment il fait. Et donc, du coup, tu vois, moi, mon marketing, avec l'Emlist et avec nos produits, ça a été l'éducation. Ouais. Tu montres, en fait, moi je faisais que ça, j'envoyais à balle de campagne de prospection, on n'avait pas de thune, tu vois, genre la boîte on l'a lancée avec 1 000 € et au final le seul truc que je pouvais faire c'était utiliser mon outil pour faire de la prospection. Donc j'utilisais l'outil, les campagnes qui marchaient pas,
j'en parlais pas. Celles qui marchaient bien, je faisais des articles dessus et je les partageais à nos clients, à la communauté, etc. Et au final, tu as une loupe comme ça parce que les gens, quand ils voient les articles, après, ils te donnent des feedbacks. Quand ils te donnent des feedbacks, du coup, ça te donne des nouvelles idées pour des campagnes, pour améliorer ton produit aussi. Dès que tu améliores ton produit, bah, tu montes les nouvelles features que tu as lancées et ainsi de suite, tu vois. Et petit à petit, en fait, j'ai vraiment réussi à créer, tu vois, ce mouvement autour de l'Emlist, quoi. Ok, ouais, c'est vrai que t'as eu un truc que tu fais à ce moment-là que peu de gens font encore et qui te permet aussi d'avoir et de la crédibilité sur le sujet et aussi qui te permet de te référencer, notamment je pense à LinkedIn, tu vois, assez rapidement. Est-ce que tu penses que justement tout ce qui est création de contenu à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose qui est, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés depuis que tu as lancé l'Emlist. En fait, tu vois, depuis ces dernières années, il y a de plus en plus de gens qui en font. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui encore aujourd'hui peut fonctionner? Est-ce que c'est possible de se différencier? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, en fait, je pense que les gens, le problème autour de la création de contenu aujourd'hui, c'est que on est beaucoup trop obsédé par ce qu'on va appeler les vanity metrics. Donc, les gens veulent regarder le nombre de vues, les likes, les commentaires. Alors qu'en fait, le seul truc qui a de l'importance, c'est est-ce que tu arrives à générer du chiffre d'affaires? Est-ce que tu aides quelqu'un à résoudre un problème? Est-ce que tu as fait changer d'avis à quelqu'un sur un sujet qu'il connaissait pas ou autre, tu vois? Et pour moi, en fait, c'est vraiment ces points-là qui sont importants. Le reste, avoir des likes, machin, on s'en fout, tu vois. Et donc, je peux te prendre un exemple. Ayman Al-Abdullah, qui a été le CEO d'AppSumo, il a monté la boîte genre de 2 millions à 80 millions d'ARR, donc c'est énorme, tu vois. Ses posts, ils font entre 5 et 15 likes. Ouais. Mais moi, je les vois, ces posts. Et en fait, quand j'ai parlé avec lui, c'est un gars qui est coach pour CEO, donc c'est très niche son contenu. Mais chaque client qui signe, c'est 100 000 $ à l'année. Ouais, voilà. Tu vois. Et récemment, on va pas mentionner le nom, mais tu vois, genre un des CEO d'une boîte genre les plus connus sur Terre, qui l'a contacté par rapport à son contenu. Okay. Donc en fait, pour moi, la création de contenu, c'est la base pour montrer aux personnes qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent avoir juste, tu vois, une petite fenêtre sur ta façon de penser, ta façon de réfléchir et qui tu es. En fait, c'est comme la création de vidéos, tu vois. Dans quel monde, quelqu'un qui va te voir parler d'un problème que tu maîtrises, d'une solution que tu as pu développer, dans quel monde est-ce que ça peut avoir un impact négatif versus juste un site où il n'y a pas de vidéo, où on voit pas ta tête, où on ne sait pas quitter? Dans quel monde, en fait, tu vois? Parce qu'en fait, les gens, moi, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, on a énormément de canaux d'acquisition différents. Tu peux faire du contenu, tu peux faire des ads, tu peux faire du cold email, tu peux faire... Mais en fait, le business, les gens adorent, je trouve, complexifier vraiment comment ça fonctionne. Alors que pour moi, c'est une règle très, très simple, surtout en B2B, donc quand tu traites avec d'autres business, c'est la confiance. Tu vois, si demain, je te dis, écoute, si tu me donnes 10 balles, dans une semaine, je te rends 100 balles. Bah, tu vas te dire, ok, bon, bah, c'est G, je lui fais confiance, machin, tu vois. S'il y a un charclot qui vient te voir et qui te dit, tu me donnes 10 balles, un peu bourré, dans une semaine, je te donne 100 balles, ben, en fait, le gars, tu vas te dire, bon, bah, peut-être c'est un charclot, tu voudrais lui donner 10 €, mais tu te dis, je ne reverrai jamais mon argent, tu vois. Mais en fait, pour moi, une fois que tu as compris ça, il faut que tu te demandes, ok, bah, du coup, vu que c'est de la confiance, comment est-ce que je fais pour construire de la confiance? Et la confiance, en gros, moi, j'ai un framework, tu vois, c'est un triangle où il y a 3 parties. La première partie, c'est la connexion émotionnelle. Donc là, tu vois, les gens qui vont regarder la vidéo ou écouter le podcast, bah, peut-être qu'ils vont se dire, ouais, ils ont l'air sympas, ils ont l'air chill, ce qu'ils disent, c'est pas trop con. Ou peut-être qu'ils vont se dire, bah non, en fait, j'aime pas leur gueule, j'ai pas du tout envie d'écouter ce qu'ils ont à me dire, tu vois. Mais pour ceux qui continuent à écouter et qui sont arrivés jusque-là dans le podcast, tu vois, je pense qu'il y a déjà une sorte de connexion émotionnelle. Ils vont avoir l'impression d'être avec nous dans la pièce, tu vois, de faire partie un petit peu, d'être la petite mouche, tu vois, qui écoute une conversation. Ensuite, tu as la crédibilité. Donc la crédibilité, c'est ça peut être ton titre, ce que tu as accompli, etc. Donc je sais pas, tu vois, quelqu'un qui fait souvent des vidéos sur un sujet, quelqu'un qui par exemple va interviewer des grands entrepreneurs ou quoi, ben en fait, il a de la légitimité, il est crédible. Et en dernier, tu as ce qu'on appelle la reliability. Donc là, c'est quand tu fais une promesse, est-ce que tu délivres sur ta promesse? Donc typiquement, tu vois, toi, tu me disais tout à l'heure, tu as une agence où tu aides les gens à faire de l'acquisition, notamment sur la partie ads. Ben en fait, ce que tu vends, c'est un ROI, tu vois. Donc c'est, je vais te donner 100 000 balles, tu vas me faire des campagnes et mes campagnes, elles vont me rapporter plus que ces 100 000 balles. Ben en fait, pour être reliable,
tu vas faire par exemple des cas d'études avec ou des success stories avec tes clients et tu vas dire regardez comment on a fait 10x sur telle campagne avec X, Y, Z. Là en fait en lisant ça, je vais me dire trop cool, tu vois. Quand il dit qu'il fait quelque chose, il délivre, tu vois. Ouais. Et ça en fait, pour moi ces 3 points, ils sont archi importants et c'est un truc que tu peux vraiment faire de façon très simple juste en créant du contenu. Ouais. Et la raison pour laquelle, quand tu es entrepreneur, tu t'es lancé dans un domaine, c'est parce que tu es censé avoir soit une expertise, soit une appétence pour apprendre un sujet, parce que tu te dis, attends, il y a tel problème que j'ai envie de résoudre, je trouve ça grave intéressant, je me vois bien bosser dessus pendant des années, go, tu vois, et je vais documenter mon apprentissage. Un exemple, tu vois, que je prends assez souvent, tu vois, c'est Marco Polo. Tout le monde pense qu'en fait, il est archi connu parce que il a découvert la route de la soie. Mais en fait, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Marco Polo, c'est un marchand vénitien. Avant lui, t'as des milliers de marchands vénitiens qui ont pris exactement la même route, qui ont eu des histoires sûrement encore plus folles. Mais lui, c'était le premier qui avait son carnet qui notait tout, tu vois, et qui racontait en fait. Et donc aujourd'hui, tu vois, 500, 600 années plus tard, on en parle encore. Alors qu'en fait, au final, le mec, c'était juste le premier à documenter. Ouais. Et pour moi, tu vois, c'est ça qui est important, c'est que on est tous différents. Et en fait, dans un business, ce que tu veux, c'est être différent. Ça sert à rien, tu vois. Genre, pour moi, en fait, la compétition, c'est pour les losers. Genre, t'as pas besoin d'être dans une compétition. Ce qu'il faut que tu réussisses à faire en business, c'est te créer. Tu vois, moi, quand quelqu'un me parle d'un compétiteur et tout, je vais pas dire c'est de la merde, tu vois. Ouais. Je dis non, franchement, ils sont bien, ils font plein d'autres choses. Tu vois, c'est très cool, tu vois. Ouais, mais c'est pas nous. Mais c'est pas nous, en fait. La manière dont on... Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le business, moi, la raison pour laquelle je trouve que c'est le meilleur jeu au monde, c'est parce que tu crées tes propres règles. C'est toi qui crées tes règles, tu vois. Et quand tu crées tes règles, c'est là où tu deviens unique. Et en fait, pour montrer à quel point tu es unique, la création de contenu, c'est un des meilleurs moyens. Parce que tu vois, l'histoire que tu as, les clients que tu vas avoir, les histoires que tu vas avoir à raconter, tes apprentissages, ton point de vue, il y a que toi qui l'as, tu vois. Parfois, c'est parce que tu as des hobbies que personne d'autre n'a. Parfois, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a marqué pour une raison qui peut être très profonde ou parfois pas du tout. Enfin, et en fait, le contenu, c'est vraiment un truc assez fou parce que tu vois, moi, il y a des gens dans mes mentors, entre guillemets, il y a des gens, enfin, c'est mes mentors, ils me connaissent pas, tu vois. Ouais. Mais juste, en fait, je suis leur contenu, j'adore ce qu'ils font et je trouve ça trop cool. Ouais. Et je trouve qu'en fait, la puissance du contenu, elle est dingue. Et moi, le switch, en gros, que j'ai eu sur le content, c'est quand il y a, au tout début de l'Emlist, j'ai lu un article d'un mec qui s'appelait Maxime Berthelot, qui avait lancé Pixelme. Et en fait, il expliquait comment il était passé genre de 0 à 10 clients payants, tu vois. Okay. Et il expliquait tout son process, tu vois. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est génial, tu vois. Ouais. Déjà, de 1, ça a l'air simple, tu vois, quand il le dit. Ouais. Alors bon, c'est pas du tout le cas, mais juste trouver ça trop cool. Et en fait, je me dis, mais j'ai envie de faire la même chose, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, moi, ça m'a donné la chauffe de ouf pour le faire. Et en fait, je me suis dit, c'est génial, juste avec un article, de pouvoir créer, tu vois, un petit peu cette étincelle pour quelqu'un, tu vois, qui aimerait se lancer. Ok. Très clair. Et du coup, alors, le développement de l'Emlist, comment ça se passe? Est-ce que c'est exponentiel? Comment? Donc, t'as dit que tu utilisais l'outil directement pour avoir vos premiers clients. Et aussi ça, tu vois, c'est une question que je me posais. Comment tu t'arrives à dealer, toi, avec le churn rate au départ, sachant que l'outil, il correspond pas encore à ton idéal et que tu te dis, putain, j'aimerais que l'outil soit mieux, tu vois. Mais d'un autre côté, j'essaie d'avoir mes premiers clients et tu vois, comment tu transmets un peu cette vision-là? Comment ça se passe un peu, tu vois, la phase de croissance de l'Emlist? Alors, la croissance, elle est exponentielle, mais elle est lente au départ. C'est-à-dire qu'avec l'agence, je pouvais faire du cash plus vite. Mais par contre, l'Emlist, l'avantage, c'est qu'on grossissait. Je pense que sur les peut-être 3-4 premières années, on était toujours à 2 digits growth rate month over month. Donc tous les mois, on grossissait. Je pense sur les 2 premières années, on était à 30% par mois. Okay. Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est le seul focus que tu dois avoir quand tu lances un SaaS. C'est est-ce que tous les mois, tu grossis, tu vois, genre de façon assez exponentielle. Et pour nous, tu vois, enfin, au début, cette croissance, elle te paraît nulle à chier, tu vois, parce que quand t'es à 1000, c'est-à-dire que le mois d'après, t'es à 1300, tu vois. Et le mois d'après, t'es à 1660, tu vois, 690, et ainsi de suite, tu vois. Et genre, je me disais, putain, mais en fait, ça prend du temps, tu vois. Mais après, quand t'arrives à 10 000 et que tu passes à 13, bah là, d'un coup, tu vois, c'est plutôt pas mal. Ou quand t'es à 20 et que tu passes à 26, bah là, c'est cool, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on a toujours gardé. Le début, si tu veux, les 100 premiers clients, je suis vraiment allé les chercher à la mano. Donc, je faisais de la prospection. Et en fait,
pour essayer de closer un maximum de personnes. Je leur faisais aussi leur campagne. Ok. Qui était un peu con parce que c'était un truc que je facturais ultra cher avec l'agence et que là, du coup, je faisais à la mano. Ok. Mais ça marchait bien, tu vois. Donc ça, c'était vraiment ce que j'ai fait. Et en parallèle, comme je documentais beaucoup, je créais beaucoup de contenu. La communauté, elle a commencé à prendre. Et après, du coup, on est vraiment passé sur beaucoup plus au début. Donc, c'était très sales-led avec moi qui faisais de la prospection. Après, ça a été beaucoup plus marketing-led avec le content. Et du coup, mes campagnes de prospection, j'avais pas besoin de me casser la tête à contacter, tu vois, des centaines de personnes pour essayer de closer à fond et faire du volume. Puisque, en fait, ce qui était intéressant pour les gens, c'était de voir ce qui fonctionnait. Donc, moi, tu vois, je pouvais faire des campagnes très spécifiques avec 20 leads. Donc, c'était moins d'efforts pour moi. Derrière, j'avais des taux de closing qui étaient élevés. Je racontais les histoires de comment ça fonctionnait et tout, tu vois. Et après, au bout d'un moment, bah, ce que tu fais, c'est que tu fais le switch. Et là, tu prends tes utilisateurs qui, eux, sont des experts et encore meilleurs. Et là, tu les mets en avant devant la communauté. Et donc, tu crées un peu ce truc où tout le monde a envie d'être mis en avant. Donc, tout le monde a envie de réussir. Et en fait, on se tire tous vers le haut, tu vois. Et donc, du coup, je dirais que de 0 à 1 million d'ARR, j'étais tout seul, en fait. Donc, sur la partie business produit. Après, la première personne qu'on a recrutée, c'était quelqu'un au support. Attends, donc de 0 à 1 million, vous êtes que tous les trois? Ouais. Ah ouais, d'accord. Okay. On est 3 en full time et on a genre un freelance, tu vois, qui nous aide un petit peu, tu vois, sur des sujets. Ah ouais, donc c'est une. Ouais. Et vous mettez combien de temps à atteindre les 1 million? Ça a pris 2 ans. Ok. Et donc à partir de ce moment-là, vous rémunérez déjà ou pas encore? Ouais, on s'est rémunéré à partir. Ça a mis genre 14 mois, je crois, entre le moment où on a lancé et la première rémunération. Ok. Et du coup, à ce moment-là, vous faites comment? Enfin, c'est aussi intéressant. Après, on va passer vraiment sur la phase de scaling jusqu'à aujourd'hui, mais quand t'es au départ, tu vois, parce que t'as beaucoup de gens en fait qui restent bloqués à ces étapes-là. Ouais. Et comment ça se passe? Je crois que vous êtes passé. Enfin, je sais pas si t'étais à la station F. Ouais, on est allé, on avait des bureaux gratuits là-bas. Ouais. On a réussi à non, c'est bien. Ouais, c'est bien que vous avez pu un peu hacker le système. Ouais. Et ouais, donc tu me disais, excuse-moi, donc de 0 à 1 million, vous êtes que tous les trois. Mais toi, mentalement aussi, comment tu te dis, parce que vous faites plus 30% par mois. Ouais. Mais quand tu peux pas encore te rémunérer et autres, comment toi t'es optimiste à ce moment-là mentalement? Comment ça se passe un petit peu ta vie plus, tu vois, d'un côté perso? Ouais, bah c'est chaud. Franchement, à l'époque, en fait, ce qui était dur, c'est que même si l'agence avait, enfin tu vois, ça marchait, au final, moi j'ai pas pris d'argent de ça, tu vois. Ouais. Donc en fait, je me retrouvais, tu vois, quand j'ai lancé l'Emlist, j'étais avec mon ex, on vivait dans genre 27 mètres carrés, c'est elle qui payait le loyer. C'était vraiment genre, enfin moi j'avais pas trop confiance en moi à ce moment-là, tu vois, parce que j'avais quand même le truc avec mon père qui était raté, l'agence, j'étais parti en Russie. Et là, tu vois, je devais me relancer et j'avais des associés qui étaient genre l'opposé de ma personnalité. Donc moi, je suis toujours archi optimiste. Enfin, tu vois, en fait, je pense que j'ai une... Et ça, c'est un truc, encore, ça a changé au fur et à mesure des années, tu vois, mais je suis toujours assez optimiste quand il y a des problèmes. En fait, je me dis, bon, tu sais quoi, je suis vivant, j'ai mon cœur, ma tête, ça va, tu vois, on va trouver une solution, quoi. Et donc, j'arrive, tu vois, à être très terre à terre et à m'en sortir. Mais tu vois, j'avais des associés qui ont toujours été... très très pessimiste. Donc pour eux, c'était genre non mais de toute façon ça marchera pas nanana. Et donc tu vois, je devais développer une énergie qui était vraiment surhumaine, je pense, à l'époque. Et je pense que du coup, cet avantage, c'est que je me disais qu'il faut pas que je rate, tu vois. Ouais. Et pareil, tu vois, ma famille, c'était toujours pareil, quoi. Ils me demandaient quand je les voyais rarement déjà à ce moment-là, alors qu'on habite à 5 minutes à pied, tu vois. Mais c'était en mode quand est-ce que tu te payes, machin. Tu vois, mon ex, elle me sortait des trucs un peu dingues des fois en mode, enfin, toi, elle avait pas du tout l'impression que j'étais un entrepreneur. Elle, dans sa tête, j'étais un gars juste sur un ordinateur, elle savait pas ce que je faisais. Enfin, tu vois, c'était, et donc, en fait, petit à petit, c'est un truc où, c'était vraiment compliqué et je pense que je me suis vachement renfermé sur moi-même en mode, maintenant, c'est genre machine de guerre, tu vois. Ouais. Et ça, c'était un truc, franchement, je le regrette pas du tout parce que je trouve que, en fait, c'est un kiff personnel de réussir à pousser ses limites pour se montrer de quoi on est capable. Ouais. Et je trouve que pour moi, c'est la meilleure, en gros, preuve, tu vois, de ce que je vais appeler genre self-love, tu vois. Je sais pas comment on dirait ça en français, tu vois, mais c'est vraiment ça, tu vois. C'est que je trouve que tout le monde mérite de pouvoir, à un moment dans sa vie, se donner à fond sur un sujet qui les passionne pour avoir des résultats, tu vois.
ou en tout cas pour voir les résultats. Et nous, on a eu évidemment beaucoup de chance, tu vois, avoir une boîte qui fait des dizaines de millions, c'est incroyable et tout, tu vois. Mais en fait, dans tous les cas, si tu te donnes à fond sur un sujet, tu seras jamais déçu, tu vois. Parce que si la boîte, elle avait pas tourné exactement comme ça d'un point de vue financier, je sais que tout ce que j'aurais appris, tout ce que j'aurais fait, en fait, j'aurais pu que en être fier, tu vois. Et ça, en fait, c'était vraiment des mois où je trouve que du fait que je me suis dit, ok, j'ai pas d'autre choix que de réussir. Bah en fait, oui, c'était dur, tu vois, parce que j'ai arrêté de voir ma famille, parce que ça me saoulait, qui me demande tout le temps quand est-ce que tu te payes, machin. Oui, j'ai arrêté, tu vois, quand mes potes me disaient, bah vas-y, viens, on va se faire un resto, machin. Bah je leur disais, ok, je vous rejoins après, tu vois, j'ai un truc de prévu. Ouais. Le truc de prévu, c'était les nouilles instantanées à 30 centimes, tu vois, que je mangeais en soum soum pour taffer. Et là, j'arrivais genre à 22h30 quand tous mes potes avaient fini de dîner pour te faire avec eux, sauf que je te fais en mode ah non, je vais prendre un coca, tu vois. Ou des fois évidemment, j'avais des potes qui me payaient à boire et tout, mais tu vois, genre j'avais pas de thunes. Donc en vrai, j'avais pas d'argent, quand t'as pas d'argent, bah tu peux pas dépenser d'argent, tu vois. C'était dur, mais c'était des sacrifices, tu vois, qui en ont valu la peine. OK. Et du coup, donc la suite avec Lemlist, vous arrivez à avoir vos premiers clients. Ouais. C'est quoi les grandes steps et comment toi ton rôle, donc là tu me l'as dit de 0 à 1 million, vous êtes tous les trois avec un freelance. Ouais. Comment toi ton rôle aussi il évolue au fur et à mesure, tu vois, des grandes steps que vous arrivez à passer? Ouais, il y avait deux freelances en fait, hein. En gros, si tu veux, on était tous les trois jusqu'à je pense 400 000 euros d'ARR. Après, j'ai pris un freelance pour m'aider sur la partie content. Donc lui, il bossait peut-être 10 heures par semaine. Il bossait en même temps dans une boîte américaine. Et ça a été c'est lui qui est arrivé full time juste après, tu vois. Genre, je pense un tout petit peu avant du million d'ARR, il est arrivé full time. Okay. Toujours en freelance, mais full time. Et on avait aussi quelqu'un, je pense à partir pareil, ouais, de se pallier à 400K, un truc comme ça, 500K, qui venait pour faire du support. Parce qu'en fait, le support, c'était horrible pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ça me coupait toute la journée dans mes trucs. Fallait que je réponde aux tickets rapidement et tout. Parce que quand mes associés qui étaient dev à l'époque, bah en fait, eux, quand ils voulaient faire des tickets, c'était horrible. Déjà, ils parlaient pas ultra bien anglais. Et en plus, ils parlaient archi mal aux clients, tu vois. Okay. Genre, c'est les devs, tu vois, donc des fois, ils sont vénères en mode, ils vont dire à un client, genre, t'es teubé, tu sais pas utiliser l'outil, tu vois. Et genre, juste, tu dis pas ça, quoi. Donc ça, c'était un peu le truc. Et les grandes phases, comment mon rôle a évolué. Bah, en fait, j'avoue que je suis resté les mains dans le cambouis pendant très longtemps. Je pense que au moins parce qu'en gros, on a atteint les 10 millions de revenus récurrents annuels en étant 25 au total, tu vois. Okay. Et donc, du coup, les gens qu'on a recrutés, c'était un peu de dev, un peu de support, pas mal de support. On avait quelqu'un qui était venu en stage au début pour faire un peu de vidéo, parce que je voulais créer beaucoup de contenu vidéo. Et donc, moi, mon rôle, honnêtement, c'était un petit peu de tout faire. Donc, je formais à fond le support parce que je sais que c'est l'interface client. Donc, je voulais vraiment que ça soit archi quali. Ensuite, la partie market, bah, j'étais toujours énormément impliqué. Mon objectif, c'était vraiment d'associer notre image à un outil international parce que, en fait, dès le départ, il faut savoir que nos clients, ils étaient basés aux États-Unis à 90%, tu vois. Parce que quand je faisais de la prospection, je testais 3 marchés en parallèle, donc Europe, APAC, donc Asie-Pacifique. En gros, quand tu fais Asie-Pacifique, tu fais Hong Kong, Singapour et Australie. Okay. Et je faisais North America, donc Canada et États-Unis. Et en fait, je me rendais compte que globalement, en France, alors que je pensais que c'était mon marché, t'as que des crevards, des gens qui veulent pas payer, c'est horrible. Aux US, les gens, en fait, ils voyaient l'innovation, ils captaient le truc et ils se disaient bon allez, je paye, je teste et je vais voir comment ça fonctionne. Et après, Asia-Pacifique, ça marchait assez bien aussi. En Australie, j'avais à peu près les mêmes retours qu'aux US. Par contre, ce qui me faisait un petit peu chier en Australie, c'est que du coup, je faisais beaucoup de calls très tôt le matin, vu que c'est tard chez eux, enfin de l'après-midi chez eux. Et en fait, le matin, je suis quand même assez efficace sur la création de contenu et tout. C'est un peu là où j'ai mon truc créatif, ou très tard le soir. Et donc, du coup, je préférais, tu vois, genre focus sur les US parce que le marché était plus gros et je me disais qu'il y avait aussi un effet de réseau là-bas, quoi. Ok, ouais, donc t'as divisé ton temps en 3, donc tes journées, elles sont quand même ultra rythmées pendant un moment. Ouais, c'était assez intense. Ok, et du coup, et là aujourd'hui, vous êtes combien exactement? Dans la boîte, on doit être, je sais pas, 80, 90, un truc comme ça, et on fait cette année, on va terminer, je pense, à 24 millions d'ARR.
Félicitations en tout cas, parce que c'est une belle croissance. Et du coup, donc t'en as parlé vraiment au tout début. À partir de 2020, vous commencez à développer des outils. Lemworm, c'est 2020. Ouais, Lemworm, c'est début 2020, fin 2019, début 2020. Donc en gros, c'est pareil, tu vois. Genre, moi, j'ai une liste, tu vois, avec 1 milliard d'idées de logiciels que j'ai envie de développer. Et à chaque fois, tu vois, genre ma limite, c'est un peu genre les devs, tu vois. Okay. Et donc du coup, genre j'avais cet outil où j'étais sûr que ça allait être un banger parce que je voyais des gens en fait. Globalement, ce qui se passe, c'est que quand tu postes sur LinkedIn, tu demandes à tes potes en général d'aller liker ou aux gens de ta boîte si t'es dans une boîte. Et en fait, je voyais des gens cliquer un peu de façon débile, tu vois, sur un lien et je me dis bah en fait ça devrait être automatisé. Et donc j'ai créé l'Mpod et d'un coup ça a archi bien fonctionné. Sauf que le truc est devenu totalement genre out of control. On est devenu très rapidement la plus grosse marketplace au monde de pod. Donc un pod, c'est un groupe d'engagement. Et en fait, c'est là où j'ai remarqué à quel point les gens, c'était des malades mentaux, tu vois, et que tout le monde kiffe les vanity métriques. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir le maximum de likes possible. Donc je me retrouvais, tu vois, en gros, que ce soit sur le marché français ou le marché américain, tu peux me lister les plus gros créateurs LinkedIn. Et je peux te dire que 90% utilisaient l'Mpod. Okay. Et ça me faisait trop rire parce qu'il y en avait même qui utilisaient l'Mpod. Et qui allaient contre les pods dans leur post. Ouais, et leur post c'était genre, arrêtez d'utiliser les pods, c'est vraiment de la merde, machin, ça tue LinkedIn et tout. Et donc le truc est parti vraiment out of control. Et genre en même pas, je sais pas, en 12 mois après le début de la facturation, le truc faisait déjà quasiment $600,000. Sachant que moi, je devais passer peut-être 4 heures par mois dessus. Okay. Et que j'avais mis un gars qui faisait un peu de content et de support. Donc en fait, l'Mpod, ça générait globalement tous les mois, je pense, une 30aine de milliers d'euros de profit. Okay. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, vas-y, moi, ça me fait chier. Genre, j'ai pas envie. Il y avait trop de problèmes de modération et tout. Je me dis, il faut qu'on le vende. Et là, on a une offre et tout, genre un truc incroyable. Et là, LinkedIn arrive et dit, vous devez shut down le projet, sinon on vous attaque en justice et tout. Donc là, tu commences un peu à paniquer. Là, je négocie pendant 2 mois avec l'acheteur pour lui expliquer comment pas se faire pécho par LinkedIn et tout et tout. LinkedIn, du coup, genre, commence à être un peu vénère. Je leur montre l'acte de vente. Ils me disent, bah, ok, mais tant qu'on n'a pas le nom de l'acheteur, on banne votre profil. Donc, mon profil a été fully ban. Je pouvais pas donner le nom de l'acheteur vu que ça faisait partie du contrat. Et donc, du coup, genre, j'ai dû recréer from scratch un profil un peu plus tard, avec la période Free Guillaume Moubèche. Le hashtag, d'ailleurs, il y a eu un moment où, genre, pour revenir sur LinkedIn et récupérer tous les followers que j'avais eu, parce que, bah, du coup, je m'étais créé quand même une grosse audience. On avait demandé à plein de gens de poster et puis plein d'autres personnes s'étaient mis à poster et tout. Il y avait eu des centaines de posts avec écrit Free Guillaume Moubèche et un carré jaune avec ma tête. Et en fait, c'était parti totalement en couille. LinkedIn avait shadowban le hashtag Free Guillaume Moubèche après genre 5 heures. Et donc, mon nouveau profil a été ban instantanément. Et dès que je voulais recréer un profil avec Guillaume Moubèche comme nom, ça marchait plus. Ouais, et donc, ce que j'ai dû faire, c'est me créer un faux profil avec un autre nom. Et plus tard, changer ce nom. C'était G. Ouais, c'est ça. Il y a eu G, il y a eu Just G, il y en a eu plein. Et l'année dernière, alors que mon profil marchait genre archi bien et tout aussi, pareil, il a été reban à nouveau. Donc j'ai redû créer là j'ai encore un nouveau profil, tu vois, qui a genre 4 mois. Bon après maintenant, vu que quand même je suis habitué sur LinkedIn, mon audience elle revient quand même assez vite. L'activité elle tourne, ouais, c'est plus un levier d'acquisition principal. Ouais, c'est ça. Et alors donc tu commences à développer un petit peu la suite d'outils. Ouais. À ce moment-là. Et donc t'as dit vous vendez l'Mpod. Ouais. Donc ça c'est je sais pas si t'as le droit d'en parler, le montant de la vente, tout ça c'est le montant de la vente c'était pas ouf parce que en gros on avait un deal à un peu plus de 7 chiffres sur le premier deal. Okay. Donc plus d'1 million quoi. Okay. Donc ça c'était assez cool, c'était notre objectif parce que la boîte elle était très récente, le projet était un peu dodgy, enfin tu vois, genre tu pouvais pas le valoriser comme un projet, enfin tu vois, on vendait pas d'équipe, moi je voulais pas du tout rester dessus, pas passer 1 mois dessus, c'est pas du tout un projet qui m'intéressait intellectuellement parlant, enfin on avait vraiment envie de s'en séparer, tu vois. Donc au final le truc je crois que la première offre qu'on avait eue c'était 1,4 million, un truc comme ça. Ça faisait à peu près 2,5 par rapport à notre ARR. On s'était dit bah c'est cool, tu vois, et ça nous va. Sauf que là t'as LinkedIn qui arrive, donc c'était vraiment relou. Donc en fait on a négocié un truc, on a pris quelques centaines de milliers d'euros et ensuite on a pris le 50% du MRR de l'Mpod pendant 2 ans. Okay. Et donc au final ça a fait un deal qui était à environ, je sais pas, peut-être 1,5 fois l'ARR. Okay.
Donc, Ouais. je sais pas si on est arrivé à 1 million, mais peut-être pas loin. Ok. Donc, c'est quand même cool, parce qu'à l'époque, du coup, ça veut dire que avec, genre, nous, on a tous pris, cette année-là, je crois, entre les résultats de l'Aimlist et la revente, on a dû prendre peut-être, hors nos salaires, genre quasiment 200 000 euros chacun Ok. dans notre poche. Donc c'est intéressant. Donc, quand c'était même à cool. ce moment-là, ouais. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était vraiment cool, tu Pour vois. un truc qui se développait rapidement. Bah ouais, c'est ça. C'est un truc qu'on avait investi genre zéro. Mais en fait, c'est un projet, je t'avoue, où j'en avais quand même un peu honte. Parce que LinkedIn, c'était quand même une plateforme que je kiffais. Ouais. Et les pods, franchement, ça avait ruiné LinkedIn. Et maintenant, enfin, tu vois, après, genre, j'avais des histoires de personnes de LinkedIn qui disaient genre, ouais, on a mis tous nos ingénieurs pour changer l'algo pendant 6 mois et tout. Et tu sais, c'est là où ils ont lancé le dwell time avec genre, il fallait que les gens cliquent sur 6 morts, passent Ok. du temps sur le truc, machin et tout. Enfin bon, c'était, Ouais. ouais. Tu sentais de toute façon la tendance que c'était un truc qui allait passer aussi peut-être Ouais. après. Ouais, ouais, et puis en fait le truc c'est que à la base, tu vois, ça partait vraiment d'un peu ce truc Robin des Bois, c'est-à-dire que t'as LinkedIn qui a été enfin qui te fait payer des ads. C'est quand même assez ouf, genre tu payes LinkedIn en premium. Tu payes LinkedIn, tu payes des ads pour essayer de vendre des trucs, alors qu'en fait, la valeur du réseau, c'est les gens, donc en Ouais. l'occurrence toi et tes contacts. Et en fait, je me disais putain, j'ai envie de créer un outil un peu en mode Robin des Bois. Ok, on répartit les richesses, on n'a pas besoin de payer beaucoup, mais au moins on s'entraide entre petites boîtes pour essayer d'avoir plus de visibilité. Ouais. Et voilà, tu vois. Et en fait, ça a tourné totalement au Ouais. cauchemar, le truc. Mais bon, après, voilà, c'est des apprentissages aussi. Non, c'est clair. Et du coup, donc là, suite à cette vente-là, vous continuez de développer, etc. Et alors, t'as parlé un petit peu alors c'était pas de la presse à ce moment-là, mais t'as eu le hashtag FreeGuillaume. En tout cas, il y avait une première viralité autour de toi. Et il y a un autre coup de maître que j'ai fait à un moment. C'est cette histoire un petit peu de fausse levée au départ, entre guillemets, Ouais. que t'annonces publiquement. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer comment elle se transforme ensuite? Enfin, est-ce que tu peux expliquer déjà Ouais, pour bien ceux sûr. qui connaissent pas tout ça? En gros, début de la M-List en 2018, je vois tout le monde lever de l'argent. Et pour moi, vraiment, le succès d'une boîte, c'est lié à la levée de fonds. Genre, si t'as envie d'être, je sais pas, de shiner un peu dans l'écosystème, il faut que tu lèves, tu vois. J'essaye de lever, je me fais recal par vraiment tous les investisseurs, genre en mode t'es qui, on te connaît pas, tout ça. Et après 3 semaines, ça me saoule. Je me dis, bon, fuck it, je vais essayer de faire juste créer un vrai business. Ouais. Et en fait, rapidement, on devient rentable. Rapidement, tu vois, on continue d'avoir une croissance genre de ouf. Et en fait, je me dis, putain, c'est ouf parce que j'ai plein de potes qui ont levé des dizaines de millions. Enfin, tu vois, des CEO que je connais, etc. Et quand je parle de leur croissance et de leurs chiffres, en fait, on les nique, tu vois. Genre, Ouais. et oui, je suis quelqu'un d'un peu de compétition, tu vois. Genre, j'aime la compète, tu vois. Et là, quand je suis là et que je compare les chiffres, je me dis, quand même, c'est assez ouf. On parle jamais des boîtes bootstrap. Il y a aucun article dans la presse, t'as aucun journaliste qui parle de ça. Vu que les journaux, de façon générale, c'est des gens qui sont sponsorisés par des boîtes qu'on levait, bah en fait, ou par des investisseurs qui sont les mêmes investisseurs qui investissent dans les fonds d'investissement, bah en fait, c'est clair qu'ils ont aucun intérêt de parler de boîte bootstrap, tu vois. Parce que il faut que ça serve un peu le jeu des VC, tu vois. Et donc, je suis en septembre 2020, je crois, un truc comme ça, et je suis en interview avec un mec qui s'appelle Nathan Latka, qui a un des plus gros podcasts aux États-Unis qui s'appelle The Top Entrepreneur. Il est en train de m'interviewer et en fait, il m'interviewait quasiment tous les ans. Il avait kiffé le projet, tu vois, et tous les ans, il m'interviewait pour savoir un peu la croissance et on reparlait des chiffres et tout. Et là, donc, je lui partage tous les chiffres, notre marge, notre profit et tout. Il commence à péter un câble et tout. Il me fait putain, mais genre avec ces chiffres, tu pourrais lever autant de thunes que tu voudrais. Genre, qu'est-ce qui te retient? Pourquoi t'as envie? Pourquoi t'as pas envie? Et tout. Je lui dis, bah, en vrai, enfin, moi, je saurais pas quoi faire de l'argent, tu vois. Genre, j'aime bien créer une boîte rentable. Je trouve qu'il y a des trucs qui prennent du temps. La tech, ça prend du temps. Recruter plus de personnes, c'est pas forcément le truc, tu vois, qui te fait aller plus vite, forcément. Ouais. Et donc, tu vois, je lui dis, le seul truc à la limite qui pourrait me faire kiffer, c'est lever pour avoir un article dans TechCrunch. Ok. Et là, on commence à se marrer. Et après, il me dit, mais en fait, c'est quoi? Genre, tu demandes à un VC de t'envoyer une term sheet. Et après, tu l'envoies à TechCrunch en disant, voilà la term sheet que j'ai reçue, je vais dire non. Et je suis sûr qu'ils feront un article. Et là, je commence à rigoler aussi. Et en fait, le lendemain, je me dis, attends, mais en fait, c'est une bête d'idée, tu vois. Et en gros, comme je faisais beaucoup de contenu, tu vois, vidéo, parce que moi, mon objectif, ça a toujours été d'aider un maximum d'entrepreneurs à se lancer. Parce que déjà, en fait, personnellement, ça a changé ma vie. Et je sais que, en vrai, tout se passe dans la tête. Donc, parfois, c'est juste un déclic, une personne que tu suis, un contenu que tu vas avoir qui va te permettre de te dire, ah ouais, en fait, c'est possible, tu vois. Moi, j'ai envie que les gens, ils se disent, bah, en fait, Guillaume, c'est pas du tout un génie, c'est un mec genre normal. Et donc, moi qui suis un mec normal ou une meuf normale, bah, en fait, je peux me lancer. C'est juste une question de, est-ce que j'ai la volonté, tu vois, de sacrifier certaines choses dans ma vie pour arriver à un état futur
qui me convient ou qui m'attire, tu vois. Et donc, du coup, là, je me dis, je vais commencer à créer du contenu autour des startups, autour de la levée de fonds. Donc, je fais des interviews. Je suis avec Nicolas, le CEO d'Algolia, qui ont levé des centaines de millions, Rodolphe de Spendesk, John de Aircall. Donc, tu vois, toutes les licornes, en gros, françaises. On est en train de faire des discussions. Je leur explique, OK, c'est quoi les conseils que vous donneriez pour lever des fonds, machin. Et après, je fais la même avec des VC. Ouais. Donc, je prends tous les VC de la place, je leur fais les trucs et tout et tout. Et à la fin de cette série, je fais une vidéo YouTube, tu vois, parce que tout était mis sur YouTube. Donc, comment faire un bon pitch deck, machin et tout. Et je leur dis, bon, les gars, j'annonce que je vais lever 20 millions publiquement et je vais tout documenter. Je me donne 2 semaines pour le faire. Let's fucking go, tu vois. Et là, il y avait une VC aux US que Roxane Varza m'avait présentée. Donc, Roxane Varza, c'est la présidente de Station F. Ok. Et elle m'avait présenté à Pascal Dienne. Et Pascal, du coup, je la contacte et je lui dis, écoute Pascal, j'ai annoncé publiquement qu'on va faire une levée, machin et tout. J'aimerais bien faire mon pitch live avec un VC. Est-ce que ça te chaufferait, tu vois? Ouais, je l'ai vu du coup la vidéo. Ouais, et elle m'a dit vas-y, grave chaude, hésite pas. Et en plus super sympa, hein, tu vois, parce qu'elle me dit, je lui dis faut que tu me roast, tu vois. Donc c'est un peu genre n'hésite pas à m'envoyer des questions un peu bâtardes et tout. Et après elle était archi sympa, tu vois. Elle me dit si tu veux envoie-moi ton pitch un peu en avant, comme ça tu vois je pourrais te dire si moi la presse elle me semble bien et tout. Donc elle m'envoie le pitch, elle me renvoie 2-3 questions, je change un peu mes slides et là je lui dis ok je pense que c'est good, je te fais la presse en live et tu me challenges, tu vois. Et donc là, presse en live, elle me challenge, j'ai un peu la pression et tout, tu vois. Et à la fin, du coup, genre le pitch est mis sur YouTube et là, ma boîte mail, elle commence à se faire littéralement genre violer. Donc je reçois des dizaines et des dizaines de messages de tous les VC, Europe, US. Ils veulent tous me voir. Personne n'a jamais fait ça, tu vois, lever en genre building public, mais pour une levée de fonds, personne l'a fait. Partager ses métriques comme ça de façon ultra publique, personne l'a fait. Et donc, le truc commence à prendre une ampleur, genre de malade mental que j'avais pas du tout espéré. Et là, Pascal m'envoie du coup une term sheet, genre à 20 millions à une valo de 100. Elle sait déjà que tu vas refuser à ce moment-là ou pas? En fait, on se fait un call. Et elle me dit, du coup, pour la levée, et je lui dis, en vrai, Pascal, genre, moi, je te trouve genre archi sympa et tout. Si on reçoit une term sheet, on dira non, tu vois. Okay. Et elle, en fait, elle avait un petit doute, tu vois, parce qu'elle savait pas trop si c'était vrai ou si j'utilisais ça pour, je sais pas, peut-être faire jouer la concurrence ou un truc comme ça. Donc, elle m'envoie la term sheet. Là, j'annonce, tu vois, publiquement en vidéo, on a une term sheet, Et là, il y a un autre fonds que je connais pas du tout qui m'envoie un deck avec genre une présentation de, je sais pas, genre 30 pages. Pourquoi on pense être les bons partenaires pour l'Emlist. Ils ont interviewé nos plus gros clients avec genre du verbatim, genre en mode, tu vois, on voit qu'ils ont fait un taf de ouf. C'est, je pense, un des premiers VC qui avait vraiment compris l'industrie dans laquelle on était. T'avais plein de fonds, tu vois, qui sont là, genre, qui me contactaient en mode, j'adore l'email marketing, Mailchimp, belle histoire, tu vois. Je fais, non, mec, on est en sales, genre, Martech, ça existe depuis genre 20 ans, mais tu sais, ça a été divisé maintenant. Enfin, tu vois, eux, ils avaient vraiment fait un taf qui était précis. Et là, le mec, genre, je réponds pas trop à son email parce que bon, j'en avais beaucoup et c'était ça. Et, enfin, où je lui réponds en mode merci, la presse est top, Et du coup, il décide de me renvoyer quand il voit que je reçois la première term sheet. Il décide de se dire, vas-y, c'est genre maintenant ou never. Et il m'envoie une term sheet. Cette fois-ci, c'est plus 20 millions, c'est 30 millions. Et t'as 15 millions en cash out, donc directement dans ma poche, et 15 millions en cash in, donc pour la boîte. Et à ce moment-là, c'est là où je découvre le cash out, parce que je savais pas ce que c'était, tu vois. Et donc le cash out, c'est ce qu'on appelle aussi le secondaire. Et en fait, les fonds peuvent décider de t'acheter tes parts à toi en direct, parce que les parts dans ta boîte, soit elles sont détenues par une holding, donc qui peut t'appartenir, une boîte, soit ils sont détenus par toi à titre de personne physique, tu vois. Et en fait, tous les fonds à qui j'avais parlé, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de l'argent directement dans la boîte parce qu'ils veulent que tu te serves de cet argent pour recruter des gens, investir dans plus de choses, etc. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est genre, non, en gros, genre demain, tu peux avoir 5 millions sur ton compte, tu vois. Et là, je suis un peu sur le cul. Et là, je me dis, putain, c'est ouf parce que moi, à la base, je faisais ça un peu pour rigoler, l'enfant qui va dire non publiquement, tout ça. Et là, ça te met un peu la presse, mais je me dis, tu sais quoi, non, faut aller à fond. Donc, on dit non. On dit non publiquement. Et là, ça a fait un buzz genre de malade parce que moi, en gros, mon objectif, c'était vraiment mettre, tu vois, les projecteurs sur des boîtes bootstrap. Évidemment que c'était cool pour nous parce qu'on était au centre de tout ça, tu vois. Mais c'était surtout, tu vois, parce que en vrai, tu vois, genre, plus j'ai pris de l'importance dans l'écosystème, plus je recevais de messages de gens qui me demandaient est-ce que tu investis, est-ce que tu peux m'aider à lever des fonds, machin. Et en fait, je me rendais compte
bah, que les gens, ils se trouvaient toujours des excuses. Ouais. En fait, t'as pas besoin de lever de fonds, tu vois, à moins que t'es une tech, tu vois, qui demande de la recherche et du développement ultra spécifique et tout. Mais en fait, même, tu vois, des mecs qui font des trucs archi techniques, je les vois bosser avec quelques centaines d'euros pour faire des petits prototypes, tu vois. Et la plupart du temps, pour lancer un business, t'as besoin de ton temps et de ton énergie. Et les gens, tu vois, qui veulent lever des fonds, il y a pas de mal, tu vois, à le faire. Il y a plein de boîtes qui se lancent et qui font des bons trucs comme ça. Mais je trouve que la plupart, c'est des excuses, tu vois. Ouais. Et que pour moi, en fait, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre. Tu dois savoir vendre parce que tu dois savoir convaincre tes clients, mais tu dois savoir vendre parce que tu dois aussi savoir vendre à potentiellement les gens que tu vas recruter pour créer le projet de tes rêves. Et en fait, la plupart des gens veulent pas vendre, tu vois. Les gens, ils se disent, je vais lever, j'aurai de la presse et grâce à la presse, je vais avoir des clients. Bah non, mec, en fait, pour moi, c'est genre vraiment le truc de feignant, quoi. Donc là, c'était vraiment pour dire, plus d'excuses, genre vous pouvez vous lancer. Et vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire. Mais d'ailleurs, c'est Xavier Niel, non, qui t'a dit que t'avais ouais, totalement raison d'être dans cette logique-là. Non, mais c'est vrai qu'on était à cette période-là en particulier, c'était un peu les folies des levées de fonds et tout le monde voulait lever à ce moment-là. Donc. Ouais, et puis en fait, le truc, c'est que ce qui est assez marrant, hein, d'ailleurs, parce que aujourd'hui, même la presse a vachement changé son fusil d'épaule et de temps en temps, ils vont mentionner et tout, tu vois. Mais c'est un monde particulier, tu vois. Je pense que faut vraiment comprendre comment fonctionnent les fonds. Et quand tu regardes un petit peu, tu vois, globalement, tu vois, t'as des vidéos en ligne qui te demandent genre, est-ce que les VC sont une pyramide de Ponzi, tu vois. Et en fait, c'est une vraie question parce que tu vois, quand tu prends WeWork, par exemple, ce qui se passe en gros, c'est il y a toujours le côté comme ce qu'il y avait eu en 2008, tu vois, quand il y a eu la crise du système bancaire, c'est on se dit too big to fail, tu vois. Et en fait, dans beaucoup de boîtes, c'est un petit peu ça. C'est tu te dis, ok, le premier investisseur, lui, il a mis de l'argent à une valorisation, par exemple, de, je sais pas, on va dire, il met 1 million et à une valorisation de 5 millions. Donc, il prend 20% dans la boîte. Donc, la boîte, elle vaut pas 5 millions, techniquement. Tu vois, genre, au maximum, ce qu'elle vaut, c'est le cash qu'elle a levé, donc les 2 millions, tu vois. Et donc, à ce moment-là, lui, son objectif, vu qu'il a des LPs, donc c'est LPs, c'est limited partner, donc c'est des investisseurs. Moi, maintenant, je kiffe parce que je suis investisseur dans des fonds. Donc, en fait, les fonds, je vois comment ils reportent et je comprends comment ils fonctionnent, tu vois. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que eux, ce qu'ils font, c'est que leur seul objectif quand ils investissent tôt dans une boîte, c'est que cette boîte, elle relève plus tard. Soit qu'elle relève, soit qu'elle soit rachetée très, très cher. Mais en fait, quand ils ont investi à 5 millions, la boîte, elle va brûler son cash petit à petit et eux, ils vont leur dire, maintenant, c'est le moment de se préparer pour le tour d'après. Et la plupart des fonds, il y en a qui vont remettre un petit peu, mais la plupart remettent pas trop, tu vois. Parce que chaque fonds est un peu spécifique à un stage donné d'une croissance de la boîte. Et donc, eux, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment, mettons que cette boîte qui avait levé à une valorisation de 5 millions décide de lever à une valorisation de 15 millions. En fait, le premier fonds, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder ses LPs et il va leur dire, regardez, notre investissement a fait x3, tu vois. Donc, techniquement, on gagne déjà de l'argent. Donc, on est productif. Parce que, en fait, il faut se mettre dans la peau d'un investisseur. Un VC, quand il met de l'argent, il se dit qu'il a un horizon, tu vois, de 5 à 7 ans pour récupérer l'argent qu'il a investi initialement. Mais un fonds, en gros, il va déployer l'argent qu'il a levé, parce que les fonds lèvent aussi de l'argent, et il le déploie sur peut-être 18 mois, 24 mois. Donc, quand tu as un horizon de 7 ans, ça veut dire que tu dois lever de plus en plus de fonds à chaque fois, tu vois, parce que tu vas pas juste déployer ton fonds et après, tu te la coules douce. Parce que ces mecs-là, il faut pas oublier qu'ils sont payés par rapport au pourcentage du fonds qu'ils ont levé. C'est un pourcentage d'intérêt, c'est comme ça qu'ils créent leurs équipes, etc. Donc eux, en fait, leur intérêt, c'est que les investissements qu'ils ont faits, ils puissent reporter un rendement qui soit élevé. Comme ça, ils arrivent à lever encore plus d'argent. Et donc, en fait, tu te retrouves un petit peu dans ce scénario où les mecs, eux, leur seul objectif, c'est que tu lèves à une valo plus élevée. Donc, en fait, les fonds qui sont là early, ils ont forcément tendance à hyper un petit peu la boîte, à hyper les autres fonds. Et en fait, ça, tu te rends compte, tu vois, tu te retrouves avec des boîtes comme WeWork, où les mecs, en fait, ils sont arrivés à investir à une valorisation à 49 milliards, alors que les mecs, ils sont archi calés en finance, ils connaissaient tous les chiffres de A à Z, genre l'audit, il était clair, tu vois. Et quand WeWork a voulu IPO, ils se sont retrouvés à faire une IPO à une valorisation, tu vois, divisée par 7, quoi, un truc comme ça. Ou 8, tu vois, même. Genre, donc c'est
c'est vraiment chaud, tu vois. Et ça vient vraiment de ce phénomène un peu de hype que tu peux créer et de FOMO, donc la fear of missing out, donc c'est la peur de rater l'opportunité du siècle. Et les VC sont très très bons là-dedans, tu vois. Ouais, ça biaise un peu tout le système. Clairement, ouais, Okay. clairement. Et alors, du coup, toi, là, si on revient un petit peu sur l'Empire, vous avez développé de nouveaux outils, vous vendez du coup quand même à ce moment-là une partie. Toi, tu récupères une partie aussi. Et... Non, c'est pas à ce moment-là. Donc nous, on dit non et on dit non publiquement. Okay. Et en fait, plus tard, du coup, je décide de faire un call avec ce fonds-là et je leur explique en fait que j'ai kiffé leur presse et tout, mais que pour nous c'était important d'avoir, tu vois, ce moment-là parce qu'on l'avait préparé aussi et juste on avait un point à faire et tout. Et ils disent non, franchement, on comprend, on kiffe les boîtes bootstrap et tout. Et 6 mois plus tard, ils nous refont une offre et cette fois-ci c'est 30 millions entièrement en cash out. Okay. Et donc là, on prend 10 millions chacun. Okay. En tant que founder, et après mes associés partent quelques mois plus tard en gros. Ok, et alors là on en vient à ce moment-là, donc je crois que c'est le 1er avril 2022, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était il y a quasi 2 ans maintenant. Okay. Ouais, donc, et du coup là tu reçois un appel, tu t'y attends pas forcément à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe? En tout cas ce dont tu peux parler, et surtout toi, tu vois, on a parlé un petit peu des challenges auxquels tu as fait face au début, en tout cas, les moments de doute, etc. Et c'est important aussi puisque vous avez une croissance qui est dingue, t'as une boîte qui est ouf et tout. Comment tu deals toi aussi avec ces périodes de doute où là tu te dis, on vient de vendre, tout a l'air de fonctionner pour le mieux, et en fait juste après il se passe ça, quoi. Ouais, surtout quand en fait tu vois genre là, la situation elle est vraiment en théorie idéale. C'est on a pris 10 millions chacun et à côté de ça on détient toujours genre 80% de la boîte. Donc en fait ça veut dire que la boîte elle est valorisée à plus de 150 millions. Donc, t'as assez d'argent pour potentiellement arrêter de travailler toute ta vie, mais c'est pas du tout mon objectif. Ouais. Et là, du coup, je peux bosser sur le projet qui me fait surkiffer pendant, tu vois, genre les années que j'ai envie de bosser dessus. Et derrière, genre j'ai un filet, tu vois, s'il y a un truc qui va pas, donc tu peux être plus ambitieux, prendre plus de risques, etc., tu vois. Et là, en fait, genre quand je reçois ce coup de téléphone, ça sort de nulle part. Tu vois, j'apprends un truc. Enfin, tu vois, c'est vraiment compliqué. Eux, ils partent en fait pour des raisons personnelles. Et ça sort, tu vois, genre, tu vois, c'est du jour au lendemain, faut s'adapter et faut se dire, tu vois, je me dis, il faut que je reprenne un peu toute la partie tech. Sachant que nous, tu vois, en plus, on a une relation, on n'est pas potes, tu vois. On se connaît, on n'a pas du tout le même âge, pas du tout les mêmes, tu vois, genre, centres d'intérêt non plus et tout. Donc, en fait, on a passé du temps où ça a été vachement compliqué, notre relation entre co-founders, dans le sens où, on a dû prendre, tu vois, j'ai dû faire appel à des coachs pour essayer de faire en sorte qu'on se développe un peu la partie communication. Il y avait des trucs, tu vois, c'était un peu au départ, moi, tu vois, je voulais qu'on se voit beaucoup, qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et il y avait des fois où, tu vois, j'envoyais un message sur WhatsApp, un message sur machin et tout. Il pétait des câbles, tu vois, en mode genre SMS, genre c'est personne n'envoie de SMS. Messenger, c'est pour la famille. WhatsApp, c'est pour les meufs. Toi, c'est Slack, tu vois. Et genre pas de message le week-end, tu vois. Et donc au départ, tu vois, c'était vraiment ça, alors que moi, tu vois, je suis un mec, j'ai 1 milliard d'idées à la seconde, j'ai envie de partager. Dès que j'ai des idées, tu vois, j'ai envie d'avoir quelqu'un avec qui je peux faire du ping-pong, quoi. Et donc du coup, tu vois, j'ai dû apprendre à vivre avec ça. Donc moi, je m'y suis fait. Mais c'est vrai que dès que la boîte a pris énormément d'ampleur et qu'on était très visible, en fait, eux, ils ont aussi commencé un petit peu à changer, tu vois. Ils se disaient, on veut aussi beaucoup de reconnaissance, machin. Donc moi, je les mettais sur des podcasts en français. Tu vois, j'essayais de les mettre en avant de ouf et tout. Et en fait, petit à petit, il y avait des fois où il y avait des trucs qui les frustraient parce que la boîte grossissait et que eux, je pense qu'ils aimaient pas spécialement les gens, tu vois. Genre, ce qui les faisait kiffer, c'était coder dans leur coin et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je pense que pareil, tu vois, il y a des trucs dont on s'est rendu compte par la suite où en fait, eux, ils bossaient quasiment plus depuis déjà 1 an et quelques. Ils étaient sur leur projet en perso de code, tu vois, genre ils codaient des trucs pour je sais pas, leur Tesla, se faire des trucs tu vois, genre, mais c'était plus l'AMLIS, tu vois. Et donc en fait, parce qu'ils étaient plus du tout passionnés par le projet, parce qu'ils kiffaient plus, et parce que mais donc du coup, tu vois, reprendre toute l'équipe tech, essayer de faire en sorte que ça se passe bien et tout, c'était quand même assez intense. Et à ce moment-là, toi, quand il se passe ça, tu penses aussi à revendre, ou tu te dis non parce que tu fais face à tous ces doutes, tu te dis j'ai mes cofondateurs qui partent. Alors même si, comme tu dis, même si vous n'êtes pas les meilleurs amis, etc. Mais je veux dire, t'as quand même
fais grossir la boîte avec eux, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu te dis, est-ce que je suis prêt pour tout ça en fait? En vrai de vrai, genre j'avoue que je pense pas du tout à revendre à ce moment-là. Genre je me dis juste parce qu'en fait je sais pas, tu vois, genre je pense aux équipes, je pense à ce qu'on est en train de construire, je pense tu vois à l'ambition qu'on a et je me dis honnêtement c'est trop con d'arrêter maintenant, tu vois. Ouais. Genre oui, on sait qu'il va y avoir une crise qui était annoncée déjà, tu vois, depuis longtemps avec le Covid, machin et tout. Là, tu vois, on est encore on va arriver en 2024, c'est le début, c'est encore la récession, tu vois, genre c'est un petit peu ça, on sait qu'il y a un truc qui va se passer, tu vois, donc tu sais que c'est des années qui sont difficiles. Mais en gros, je me dis non, tu vois, c'est dans ces moments-là où tu construis les belles histoires et j'ai pas du tout envie de lâcher, quoi. Ok. Et très clair. Et du coup, à ce moment-là, donc tu te dis, je reprends tout en main. C'est moi qui gère tout ça. Comment elle se passe la croissance du coup du post-vente à aujourd'hui en fait? Ouais, franchement, c'est assez, ça a été assez intense. Je me suis mis vraiment dans le même mode machine de guerre qu'au début, tu vois. Et là, c'était, je faisais des journées de vraiment genre 8h, minuit, tu vois. Ouais. Genre pas de week-end. C'était vraiment hardcore parce que je reprenais tout. Il y avait ma head of sales en fait qui m'avait déjà annoncé qu'elle voulait partir. Ok. Ça, c'était une meuf vraiment trop bien qui était très très bonne sales, mais pas forcément bonne manager, tu vois, puisque en gros, elle avait créé 2 équipes. Une première équipe qu'elle avait virée après genre 8 mois. Et la même chose, elle me l'avait refait 10 mois plus tard, tu vois. Okay. Donc en fait, on s'était dit, moi je voulais qu'elle passe sur un rôle un peu plus influence et tout, tu vois. Mais elle voulait pas trop. Et donc ça s'était un peu terminé comme ça. Mais c'était déjà, tu vois, acté. Donc on s'était dit, bon, c'est pas grave, on va mettre un peu cette partie en pause, machin. Mon head of growth, qui était aussi un des premiers employés, pareil, tu vois, il atteignait un petit peu ses limites. Lui, il préférait une boîte un peu plus petite et tout. Donc en fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain, tout est arrivé en même temps, à devoir vraiment tout gérer, tu vois, donc reprendre tous les départements et tout. Et c'était assez hardcore. Une des erreurs, tu vois, que j'ai faites, c'est peut-être vouloir trop faire monter en compétence les gens en interne. Je pense que c'est archi important de le faire. Il faut le faire. Il y a pas de sujet là-dessus. Mais comme on est, après, tu vois, c'est un conseil qui s'applique vraiment à un cas très spécifique de boîte en hyper croissance. Mais tu vois, dans notre cas, la boîte, elle grossit et à l'époque, elle grossissait tellement vite. Tu vois, évidemment, maintenant, la croissance, c'est plus 2 digits tous les mois, tu vois. Mais en fait, à l'époque, ça grossissait tellement vite que il fallait des gens plus seniors, tu vois. Et que moi, en gros, tu vois, tu peux pas demander. Il y a vraiment un très peu de personnes sur Terre qui arrivent, je pense, à grossir aussi vite qu'une boîte qui grossit comme ça, tu vois. Et une des erreurs que j'ai fait, c'était vraiment de ne pas recruter assez rapidement des profils un peu seniors. Okay. Donc tu vois, j'ai passé quasiment 1 an à essayer de tout mettre en place, à faire level up des gens et tout, mais en fait, je me suis dégommé, tu vois, parce que je prenais tout sur moi, j'étais encore impliqué dans sur tous les sujets. Enfin, c'était vraiment très dur. Et là, tu vois, depuis cette année, là, ça va faire maintenant genre 8 mois à peu près que j'ai recruté un COO, donc Chief Operating Officer, mais qui globalement reprend mon rôle en interne. On a une Chief of Staff aussi qui est géniale. Et là, on a notre CMO, tu vois. Donc en fait, je me suis recréé un pôle, tu vois, de late founder. Et pareil, tu vois, eux, ils sont arrivés. D'un coup, ils ont commencé à staffer avec des gens, tu vois, qui sont un petit peu plus seniors, etc. Et en fait, ça change tout, tu vois. Ouais. Et la densité de talent, elle augmente instantanément. Et ça, tu le ressens, tu vois, dans tout, en fait. Dans le mood dans la boîte, dans, tu vois, genre les résultats, dans ce que tu arrives à délivrer. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Ok, super intéressant. Et alors, il y a aussi un truc alors on est passé rapidement dessus en termes de période. T'en as parlé rapidement. Il y a eu la période du Covid, puisque vous lancez avant le Covid. Comment vous faites la transition rapidement, mais juste, tu vois, sur ce, c'est un peu lié, mais tu vas voir, parce que j'avais le débat il y a pas longtemps avec un ami à moi. Toi, qu'est-ce que tu penses du débat un petit peu full remote versus présentiel par rapport à vous, étant donné que vous avez traversé aussi la période Covid? En fait, nous, on était déjà remote avant Covid parce que, en fait, on avait des bureaux à Station F, mais j'étais le seul là-bas. Okay. Ils venaient jamais, tu vois, honnêtement, donc on se voyait pas. Et après, moi, je kiffais les bureaux, honnêtement. En fait, je pense qu'il y a des trucs qui se passent dans des bureaux qui se passeront jamais en remote. Enfin, franchement, c'est une évidence. Après, ce que j'aime bien avec le remote, c'est que personne se cache. Ouais. Genre, quelqu'un qui est nul en remote, tu vas le voir direct. Alors que quelqu'un qui est nul dans un bureau, en fait,
ça peut être le gars sympa de la machine à café, tu vois. Ouais. Et ces gens-là, en vrai, comme tout le monde les aime bien, généralement, c'est des gens qui restent alors qu'ils sont inutiles, tu vois. Je suis un peu harsh quand je parle de ça, tu vois, mais c'est la vérité. Et donc, du coup, je trouve que d'un point de vue culture, tu vois, nous, maintenant, on est une boîte hybride, c'est-à-dire qu'on a des bureaux à Paris et on a aussi, tu vois, des gens qui sont entièrement en télétravail. On laisse un peu la flexibilité, le choix aux gens. Je pense que c'est le meilleur modèle. Moi, tu vois, je pense que je fais 6 mois de l'année à l'étranger, 6 mois à Paris. Donc en vrai, ça me convient aussi, tu vois. Je trouve ça très cool d'être dans les bureaux parce que c'est une autre vibe et c'est vraiment genre c'est trop bien. Mais il y a des fois où en fait j'ai besoin aussi d'être full focus et d'être remote, en fait ça m'aide, tu vois. Et je pense que c'est un bon équilibre. Après, tu vois, si demain je devais faire une boîte, je sais pas trop ce que je ferais, tu vois. Je suis encore en hésitation. Mais j'avoue que le full office jusqu'à un certain point. Et quand la boîte devient assez grosse et après ça part chacun dans son coin, je trouve que le full office c'est archi cool. Ok. En fait, je pense que c'est archi cool jusqu'à moi en fait ça aurait été mon rêve de faire un full office jusqu'à je sais pas 1 ou 2 millions d'ARR. Parce qu'en fait t'es avec des gens, t'es genre en fait les débuts c'est vraiment genre incroyable, tu vois. Genre juste les notifications des premiers clients, t'as une effervescence de malade, tu vois. Ouais. Et moi je me rappellerai toujours, tu vois, quand on a ouvert les premiers bureaux à Paris, en fait toi, c'est pareil, t'es avec des gens, tu restes jusqu'à 22, 23 heures. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont passés dans notre boîte et qui ont lancé leur boîte par la suite et tout. Mais en fait, la courbe d'apprentissage que t'as, tu vois, dans ces moments-là, elle est incroyable, en fait. Parce que tout le monde se challenge, tout le monde voit des nouveaux trucs, t'apprends plein de trucs, t'échanges et tout. Et c'est juste dingue. Alors que quand t'es seul chez toi, en fait, t'as fini tes tâches, t'as fini ton taf. À moins d'avoir, tu vois, une rigueur extrême où tu te dis, je fais mon taf et tous les jours, j'ai genre 2 heures de learning. Je connais très peu de personnes qui arrivent à faire ça, tu vois. Non, je comprends. Vraiment. Ok. Et alors là, plus récemment, du coup, si on en vient là, vous avez racheté 2 boîtes, si je dis pas de bêtises, Taplio et TweetHunter. Ouais. Donc le but, tu l'as dit au tout départ, c'est de créer une suite d'outils en fait pour aider les entrepreneurs, que ce soit des indépendants, des PME ou des plus grosses boîtes, à se développer en termes de prospection et à closer plus de deals. Ouais. Ça passe aussi par le personal branding. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça, les nouveaux outils, quoi? En fait, c'est assez marrant parce que en 2020, je reçois un message d'un mec qui me dit Hey Guillaume, je crois qu'on était au collège ensemble ou un truc comme ça. Et là, je vois le gars et je me dis ah ouais, trop drôle. Genre, je vais pas parler depuis 15 ans. Et il me dit je suis entrepreneur, j'ai raté 2 boîtes. Est-ce que tu aurais le temps pour qu'on se prenne un café, machin et tout, pour catch up, tu vois. Je dis vas-y, viens. On devait se voir genre 30 minutes. Au final, on est resté genre 2 heures. Et je lui donnais genre 1 milliard d'idées de logiciels qu'il pouvait lancer. Il a lancé ses logiciels du coup. Ok. Et c'était Taplio et TweetHunter. Ah, c'est la même personne c'est la qui a même lancé personne. les deux. Okay. Ouais. Et donc du coup, avec un de ses associés et après une équipe, tu vois. Et donc je vois, au bout d'un moment, je me suis dit bon, ça serait bien que je teste un peu les outils, tu vois, parce que je les voyais grossir. Et au bout d'un moment, il me recontacte en me disant, donc moi je deviens un client payant, je kiffe les outils, je trouve que c'est trop bien. Et il revient vers moi et il me dit ouais, j'aimerais bien, j'ai vu ton article sur la revente d'une de tes boîtes. Est-ce que tu aurais du temps, on pense à revendre, j'aimerais bien un peu avoir ton idée, tu vois. Enfin ton avis, tu vois. Et genre commence à regarder, il montre son deal et tout, et à un moment il me montre un deal, et là je fais bah franchement à ce prix-là, j'avoue que moi je te rachète aussi, tu vois. Enfin avec ce prix et ces conditions. Et on rigole. Et après à minuit il me renvoie un message et il me fait ça arrête pas de tourner dans ma tête, t'étais sérieux ou pas, tu vois. Je dis ok, laisse-moi 24 heures. Et là je réfléchis, je lui fais une offre. Et après, on négocie pendant genre 1 mois, 2 mois pour faire les papiers et le deal était closé. Ok, trop cool. Et du coup, là, la suite des projets un petit peu avec l'Empire dans les années à venir. Donc là, tu l'as dit tout à l'heure, 24 millions cette année, vous financez, c'est ça? Ouais. La suite d'outils. Ouais, c'est la suite, c'est le global. Ok. Ouais. Et là, les prochains objectifs des prochaines années. Alors, j'ai vu aussi un truc que j'ai trouvé assez intéressant en tout cas, que je trouve ambitieux, c'est que t'aimerais, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était le cas à l'époque où j'avais regardé un petit peu la partie vlog en Afrique du Sud. Ouais. C'était que tu voulais faire de chacun de tes salariés des millionnaires. Ouais. C'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas, ouais. Ok, trop intéressant. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les objectifs? Ouais, bien sûr. Bah en gros, moi je me suis basé, tu vois, sur des boîtes qui se sont fait racheter dans notre space. Et en gros, en fonction de leurs revenus, donc tu as 2 boîtes, tu as Pipedrive et Salesloft. Pipedrive avait été racheté genre 1,6 milliard
et Salesloft a été racheté à genre 2,1 milliards. Pipedrive faisait globalement genre 80 millions d'ARR quand ils ont été rachetés, et Salesloft faisait genre 100 millions. Okay. Et donc à partir de là, je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais pour que si on atteint cet objectif de revenu, toutes les personnes dans la team peuvent être millionnaires. Et donc j'ai fait les maths pour donner des parts de façon à ce que chacun puisse réussir à avoir ça. Donc les parts que je donne, globalement, je les mets à une valorisation très faible. Parce que un point qui est quand même assez important, c'est les BSPCE. Donc aux États-Unis, on appelle ça des stock options. Je trouve ça mieux en anglais parce que c'est des options d'achat, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est pas des actions, c'est des options d'achat. L'option d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une option pour acheter des actions à un prix donné. Et en fait, ce qui se passe, quand les boîtes lèvent beaucoup d'argent, par exemple, tu lèves à une valorisation d'1 milliard, si tu donnes 1% à quelqu'un, on va te dire « Ah tiens, t'as 10 millions ». Sauf qu'en fait, t'as pas vraiment 10 millions. Ce que t'as, c'est que t'as une option pour acheter un nombre d'actions à 10 millions d'euros. Mais si la boîte, elle est revendue moins d'1 milliard, bah tu te fais niquer, tu vois. Et donc en fait, quand tu as des BSPCE, si tu veux que ça ait de la valeur, il faut que tu les achètes à la valorisation la plus basse possible. Donc en gros, moi ce que j'ai fait, et ça c'était aussi grâce à nos investisseurs, tu vois, qui étaient d'accord avec ça, c'est réussir à faire une décote très forte pour que les employés puissent avoir un droit d'achat d'actions qui soit très faible et que leur upside derrière soit le plus élevé possible pour être sûr, tu vois, qu'ils puissent... moi, idéalement, j'aimerais bien que tout le monde soit millionnaire. Après, réalistiquement, c'est très ambitieux. Par contre, tu vois qu'il y ait quelques millionnaires dans la boîte et des gens qui touchent 100 000, 200 000 euros, ça me paraît très, très faisable. Et donc, dans tous les cas, tu vois, si j'arrive pas à faire ça, mais que chacun a pris 100K ou 200K, dans tous les cas, je me dis que c'est quand même cool, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Et ouais, donc c'est un peu l'objectif, ouais. Ok. Et si on parle plus de l'Empire au global, avec la suite d'outils, toi, tes objectifs, c'est quoi avec tout ça dans les prochaines années? En vrai, en fait, moi, là, mon rôle, il est en train vachement de changer dans la boîte à partir de 2024, donc dans quelques semaines. Je vais être beaucoup plus focus sur le contenu et être sur la partie top of funnel. Moi, ce qui me fait kiffer vraiment, c'est faire grossir des business. Et c'est pour ça que les outils qu'on développe, ça t'aide à faire ça. Et donc, l'objectif que j'ai, c'est de lancer sur 2024, genre la meilleure masterclass B2B sur le lancement de business. Je veux qu'elle soit entièrement gratuite. Je vais le faire in public. Donc, toutes les semaines, je lancerai une nouvelle vidéo, un nouveau chapitre, tu vois. Et après, je regarderai les feedbacks des gens pour réitérer, un peu comme quand si je lance un SaaS ou un truc comme ça. Et mon objectif, c'est d'avoir genre le top of funnel, tu vois, le plus gros possible. Et si les gens lancent des boîtes et qu'au bout d'un moment, ils ont vu de la valeur dans les vidéos et ils trouvent que c'est le moment pour eux d'utiliser un de nos outils, ça drivera, tu vois, de la conversion. Mais en gros, je le fais parce que, en fait, je trouve que le monde se porterait mieux s'il y avait plus d'entrepreneurs. Je suis peut-être un peu un ouf là-dessus, mais en fait, je pense que quand tu deviens entrepreneur, et peu importe, quand je dis entrepreneur, c'est toi, tu peux être créateur de contenu, tu peux être freelance. Moi, je considère que c'est un entrepreneur. Mais à partir du moment où juste tu prends ton avenir en main et tu te décides que, tu vois, un freelance, c'est quelqu'un qui se lève, s'il a pas de clients, il a pas d'argent, tu vois. Et en fait, juste ça, moi, j'aime bien cette mentalité. Parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui se laissent un peu porter par, tu vois, et en France, en plus, on est un pays d'aide, genre de malade mental. Donc, je trouve que c'est bien, tu vois, d'avoir ce truc de, évidemment, les gens dans le besoin, tu vois, des gens qui ont besoin d'aide, c'est trop bien. Enfin, je suis plutôt en mode social, je suis très content de payer des impôts, il y a pas de souci là-dessus. Mais, par contre, la plupart des gens qui ont pas besoin d'être assistés et qui le sont, ça me rend ouf, en fait. Parce que t'as une vie de merde, en fait. Je trouve que c'est pas, en tant qu'être humain, en fait, on a la dignité du choix, tu vois. Genre, si aujourd'hui, tu vois, on a fait le choix de se poser et de discuter ensemble, tu vois. Mais on aurait très bien pu dire que non, on n'a pas envie, on doit faire autre chose. Enfin, c'est toi qui décides quelles sont tes priorités. Les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, mais qui passent 14 heures sur Netflix, bah si, en fait, t'as le temps, tu vois. Enfin, quand tu dis que t'as pas le temps, c'est faux. C'est juste que t'as fait le choix de pas avoir le temps parce que tu préfères privilégier d'autres choses. Et je trouve que à partir du moment où tu prends ton avenir en main, bah en fait, t'es beaucoup plus intentionnel dans les choix que tu fais dans ta vie. Et je trouve que ta vie, elle est globalement beaucoup plus remplie, tu vois, à tous les niveaux. Et ça, c'est un truc que peu de gens, tu vois, arrivent à prendre conscience. Et après, t'as des gens, évidemment, qui sont pas entrepreneurs, employés, et qui arrivent quand même à avoir une vie intentionnelle, tu vois, parce que justement, eux, intentionnellement, ce qu'ils ont envie, c'est de faire partie d'un projet où ils aiment bien avoir la sécurité du salariat, mais ils veulent avoir, tu vois, ce mindset de
les projets, ça m'appartient et c'est moi qui suis honneur de A à Z, tu vois. Ok, super intéressant. Et du coup, toi, si tu prends avec un petit peu de recul sur ton parcours, parce que tu le disais, ça fait déjà un moment que t'as lancé l'Emlist, donc t'as quand même beaucoup de connaissances maintenant dans la prospection. Et la prospection, elle a quand même beaucoup changé depuis que t'as lancé l'outil. Est-ce que si t'avais un petit peu aujourd'hui quelqu'un qui nous regarde, tu vois, qui a un business de service ou un SaaS ou autre, ce serait quoi tes best practices en termes d'acquisition client, quelqu'un qui veut commencer à avoir, tu vois, des premiers rendez-vous ou autre, c'est quoi tes best practices, tu vois, dans leur... Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Avant, tu pouvais t'en sortir sans un setup technique. Maintenant, c'est impossible. Donc, chauffer son adresse email pour être sûr que ça arrive pas en spam, ça, c'est un must. Donc, tu as des outils qui font ça automatiquement. Donc, nous, on a Lemwarm, tu vois, qui fait ça chez nous. Mais en gros, c'est vraiment un must parce que globalement, sinon, tu vas être flagué comme spam. Et après, tes campagnes, elles marcheront jamais, tu vois. Ensuite, un autre point, je dirais que c'est la qualité de la data. Tu vois, utiliser des adresses email qui sont vérifiées, utiliser des numéros de téléphone qui sont vérifiés, c'est archi important. Tu vois, il faut pas que tu contactes n'importe qui et tout, parce que si tu utilises des mauvaises data, pareil, ça va impacter ton score, tu seras mis comme spammer et toutes tes campagnes ne marcheront pas. Ensuite, tu as la partie intent, qui est pourquoi est-ce que tu contactes la personne. Donc, toujours essayer de trouver une raison, tu vois. Donc, si la personne a levé des fonds et qu'elle recrute et que toi, tu as une agence de recrutement, bah oui, tu vois, là, ça peut faire sens. Ou si tu as une agence de recrutement et que tu as vu une offre sur Indeed avec un job, bah oui, forcément, là, ça a du sens, tu vois. Mais si la personne, la boîte, par exemple, elle est en cessation de paiement et que tu es une agence de recrutement et que tu les contactes, bah non, tu vois, le mec, il va être vénère et ça va pas marcher, tu vois. Donc, l'intent, c'est vraiment archi important. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire du multi-channel, tu vois. En fonction de ta cible, il faut que tu fasses du mail, du LinkedIn, potentiellement du call aussi à la fin. Mais faire les trois ensemble, c'est vraiment important parce que tu as des gens qui répondront jamais au téléphone, tu as des gens qui répondront jamais sur LinkedIn, tu as des gens qui répondront jamais au mail, mais après, tu as des gens qui répondront tout le temps au tel ou email ou LinkedIn, tu vois. Mais il faut être là où la personne a envie de te répondre. Ça, pour moi, tu vois, c'est clé. Ensuite, après, je trouve que les gens, globalement, ils essayent trop de vendre directement dans leur email. Il faut toujours penser qu'un process de vente, ton objectif, c'est de vendre l'étape d'après. Donc, quand tu envoies un mail de prospection, l'étape d'après, c'est quoi? C'est un rendez-vous. Donc, plutôt que de vendre genre ta solution, vends le rendez-vous. Et le rendez-vous, il est à propos de quoi? Quand tu as du service, quand tu veux contacter quelqu'un, c'est en général parce que tu as identifié un problème qu'ils peuvent avoir et toi, tu as une solution. Donc, le call que tu vas avoir, le rendez-vous que tu vas avoir, c'est pour définir si oui, ils ont bien ce problème et si oui, le problème est assez pressant pour qu'il y ait une collaboration. Mais c'est pas pour vendre instantanément, tu vois. Le call à la fin, pareil, tu vois, le rendez-vous, il n'y aura pas de closing. Le rendez-vous, tu vois, l'étape d'après, c'est quoi? C'est un autre rendez-vous qui va déterminer si oui ou non on bosse ensemble et là, potentiellement un closing, tu vois. Et donc, à chaque fois, tu vois, c'est pareil, ton rendez-vous de qualif, il faut vendre l'étape d'après. Donc, moi, ce que je pense, c'est toujours faire en sorte que le message soit à propos d'eux, pas à propos de toi. Essayer toujours d'attiser la curiosité, tu vois. Et enfin, faire des relances, tu vois, parce que évidemment, on reçoit tous plein de messages qu'on skip parfois et tout. Donc, faire quelques relances, c'est important, tu vois. Mais pareil, tu vois, pas des mails qui fassent 14 pages ou des messages qui fassent 14 pages. Un conseil que je donne en général, c'est quand tu fais un mail de prospection, essaye toujours de l'écrire depuis ton tel. Tu te l'envoies soit à toi-même sur WhatsApp, soit sur LinkedIn pour voir un peu la taille et pour voir si c'est lisible. Okay. Et du coup, essaye de cut un maximum possible pour voir si toi, tu le lirais et si ça te paraît pertinent ou pas, tu vois. Et je trouve qu'en fait, le risque, c'est que quand on est commercial ou entrepreneur, on a trop tendance à tomber amoureux de son service. Ouais. Et donc, on a envie de montrer à quel point ce qu'on fait, c'est génial, tu vois. Alors qu'en vrai, les gens, ils s'en foutent. Ouais. Et les gens, tu vois, à la limite, potentiellement, ce qui les intéresse, c'est soit d'apprendre qu'ils ont un problème qu'ils n'avaient pas identifié et que toi, tu peux résoudre et potentiellement qui va les aider à atteindre l'objectif qu'ils avaient, soit que tu parles d'eux et du fait que tu penses que ça vaudrait le coup, tu vois, d'échanger et de construire une relation, soit globalement, tu vois, d'avoir vraiment un point d'intérêt fort et un point commun fort qui te permettent de créer une relation dès l'email, quoi. Ok, bon très clair. Merci pour les conseils. Là, on va bientôt finir. J'ai une liste de questions, questions rapides, réponses rapides. Okay. Tu me dis. L'entrepreneur, selon toi, que tu as rencontré et qui t'a le plus marqué? C'est dur de répondre à cette question.
Ou en tout cas, même si c'est pas quelqu'un que t'as rencontré, c'est... Si, Noah Kagan, il est trop drôle. Ok, Noah Kagan, pour ceux qui... Noah Kagan, en fait, Noah Kagan, c'est le founder de AppSumo. Donc, Ayman Al-Abdullah, c'était le CEO pendant longtemps, mais Noah, c'était le gars qui a créé ça. Il a une grosse chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés. Et c'est un mec, en fait, quand je suis passé à Austin, il m'a invité chez lui. Et là, j'arrive chez lui. Et en fait, il y a un mot sur la porte, genre en mode, hey, je suis parti, je reviens dans genre 1 heure. Donc déjà, tu sais pas quand est-ce que le mot a été écrit, tu vois. Mais t'inquiète, la porte est ouverte, entre, enlève juste tes chaussures, tu vois. Okay. Et après, donc tu rentres genre, je pose mes chaussures, je me dis, ok. Et là, genre, il y a un autre mot avec un Walkman. Et il dit, genre, prends le Walkman, tu peux faire une visite de ma maison. Et là, je prends le truc. Et en fait, le gars, il me dit, ok, là, tu te retrouves dans le hall. Du coup, tu peux avancer tout droit, tu dois avoir une porte verte. Ouvre cette porte. Là, tu rentres dans le truc. Et là, il me parle de tous les trucs. Et il décrit sa maison, genre, et j'ai fait un full tour. Et en gros, c'est un gars que j'ai vraiment kiffé parce que déjà, je le trouve archi intelligent. Il m'a fait comprendre aussi que un rôle, tu vois, le rôle du CEO, c'était plus souvent de poser des questions et d'écouter, tu vois, plutôt que de parler énormément. Et j'avoue que moi, je parle beaucoup. On l'a bien vu dans ce podcast. Non, mais tu vois, genre en vrai, c'est un truc où je pense que quand tu crées du contenu et que t'es toujours, tu vois, dans l'action, en fait, bah oui, tu parles forcément, tu t'exprimes. Enfin, tu vois, il y a plein de projets qui m'excitent. Donc oui, tu vois, j'ai toujours un peu le feu. Et en fait, quand t'es avec la team, ce qui est important, c'est que tu poses les bonnes questions pour que eux réussissent à réaliser des choses intérieurement. Tu vois, tu convaincs pas les gens en faisant un énorme énoncé. Enfin, tu peux, tu vois, mais ça marche moins bien que si tu leur poses des questions qui les amène à une réponse, tu vois. Et après, ça peut être une réponse qui diffère de ce que toi, tu avais initialement en tête. Mais dans tous les cas, pour eux, tu vois, ça sera beaucoup plus ancré fortement. Ok. Meilleur conseil reçu, pire conseil reçu. C'était un souvenir, quelqu'un qui t'a dit un pire truc... Pire conseil reçu, sois réaliste. Ouais. Je pense que ça, c'était genre vraiment pire conseil. Genre, voilà, quand je me suis lancé et que j'avais raté plusieurs fois et qu'on me disait genre vas-y mais en fait prends juste un job. Prends un taf. Non, prends un taf en fait, tu vois, genre t'as un diplôme d'ingé, t'as un diplôme d'école de commerce, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, genre sois réaliste en fait, juste va apprendre et t'es pas entrepreneur, va apprendre dans une boîte et plus tard tu te lanceras, tu vois. Sois réaliste. Pire conseil. Et meilleur conseil, peut-être sur les haters, c'était un conseil que j'aimais bien, c'était genre on m'avait dit genre, en gros, c'était un truc du genre, si les mecs n'ont pas ton numéro de téléphone, n'écoute pas ce qu'ils ont à te dire, tu vois. Et je trouve que c'est vrai, tu vois. Donc, les gens qui ont mon numéro de téléphone, en général, c'est des gens qui me connaissent. Ouais, t'as un problème avec moi, appelle-moi. si t'as pas mon numéro, c'est que, voilà, en gros, on se connaît pas assez pour que t'aies un problème avec moi. Exactement. Ouais, je l'avais vu aussi, c'est pas mal, ça. Ouais, quelqu'un m'avait sorti ça. Bon conseil. C'était cool. Bon conseil. Là, tu reviens d'Afrique du Sud. Ouais. J'ai vu que tu y allais souvent. On en a parlé un petit peu juste avant. Ouais. Pourquoi l'Afrique du Sud? Qu'est-ce que t'aimes tant là-bas? Afrique du Sud, bah, vraiment un kiff déjà, c'est time zone. Donc, t'es sur la même time zone que Paris à 1 heure d'écart. Ensuite, quand c'est l'hiver ici et que genre t'es déprimé parce que à 9h, il fait toujours pas jour et que à 14h, il fait nuit à Paris. Ouais. Genre, l'Afrique du Sud, ben, en fait, t'as le même été. C'est l'été provençal, tu vois. Genre, tu peux avoir des odeurs de lavande à Cape Town. Genre, t'as les mêmes odeurs. C'est une chaleur, genre, sèche. T'as l'océan, t'as la montagne au même endroit. C'est vraiment incroyable. Et moi, j'aime bien, en fait, depuis 5 ans maintenant, toutes les années, genre, je pars à l'étranger, dans une ville où, globalement, bon, à la base, je suis censé connaître personne. Mais bon, comme là, j'y retourne régulièrement, je connais quand même des gens. Mais ça me permet, en fait, c'est des gens que j'aime bien et tout, mais je leur dois rien, tu vois. Et donc ça veut dire que je décide à 100% de mon emploi du temps. Alors qu'à Paris, tu vois, comme j'ai tous mes potes, j'ai ma famille, et en fait, t'as plein d'obligations, tu vois. C'est des gens, bah tu te dis ah non mais c'est vrai, genre ça fait 3 fois que j'annule, il faut que j'y aille. Et en fait, au bout d'un moment, genre tu te mets des contraintes et tu te rends compte que toutes tes soirées elles sont prises, que machin. Alors qu'en Afrique du Sud, en fait, je suis genre vraiment solo, genre ça me fait kiffer, tu vois, genre mentalement parlant, c'est agréable. Ok, très clair. Alors là-bas aussi, tu vas, je sais, pas mal pour le sport. Là, tu m'as dit, je sais pas si tu vas l'annoncer ou pas, mais ça va spoiler un peu. Non, je sais pas. Si tu veux pas que j'en parle pas. Ouais, si, c'est bon. Mais ça me mettra une bonne pression. Donc t'as prévu l'Ironman. Ouais. Tu vas faire un Ironman Nice.
Voilà. Ce que j'allais dire aussi, c'était que donc c'était lié plus au sport, mais en ce moment, on le voit pas mal. Il y a un peu cette mentalité sur les réseaux, tu vois, un peu hustle culture, un peu très mindset, etc. On voit aussi pas mal d'entrepreneurs. Je pense alors je sais plus si j'ai le nom, mais c'est Brian Johnson. Tu sais, le mec qui essaie d'inverser son qui a réussi à inverser son un malade, lui. son âge biologique. Ouais. Ça, c'est un truc qui obsède, je le vois, pas mal d'entrepreneurs. Ouais. Bon, santé mentale, santé physique, mais qui vont, voilà, comme des mecs comme lui, à pousser le truc un petit peu loin. Toi, c'est quelque chose qui t'obsède ou t'es juste en mode, moi, j'aime faire du sport et juste pour garder un certain équilibre avec le business? Je suis pas dans l'obsession de rajeunir, etc. Ouais. et tout. Tu vois, ça, ce truc-là, je trouve que déjà, ça fait un peu flipper. Brian Johnson, il est gris. Ouais. Franchement. Ah, c'est vrai qu'il Donc, est bizarre. peut-être qu'il a réussi à se rajeunir son âge cellulaire. En vrai, il fait pas forcément kiffer. Pareil, tu vois, le truc de tu te lèves le matin, t'as 14 pilules à prendre pour avoir les machins, les trucs et tout. Il se moniteur toute la journée et tout. Je trouve qu'il y a un moment où, genre, faut se calmer, faut vivre un peu aussi, tu vois. Après, non, le sport et se dépasser dans l'endurance, ça, c'est vraiment un truc qui est incroyable. En fait, je trouve que il y a un passage, tu vois, à un moment quand tu fais pas mal d'endurance. Genre là, tu vois, je suis parti genre faire le GR en GR20, tu vois, en Corse. En autonomie. Donc j'avais tente, nourriture, 18 kilos sur le dos. Et du coup, je faisais genre 3 étapes par jour. Donc ça fait des fois genre 40 km, 3500 mètres de dénivelé positif. Donc tu vois, c'est des trucs où genre je marchais beaucoup et clairement t'es en souffrance, tu vois. Genre, et en fait, t'as des moments quand t'es vraiment, tu vois, je prenais pas de musique et tout, donc sans stimulation externe. Et en fait, t'as un moment où genre ton esprit part totalement ailleurs. Et en fait, je trouve que c'est vraiment génial. Et je trouve que pouvoir se dépasser, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pareil, tu vois, c'est qu'est-ce que t'arrives à faire que tu ne pensais être impossible, tu vois, et jusqu'où tu peux aller. Genre moi, à un moment, je me suis retrouvé où j'étais totalement perdu. J'ai dû dormir entre des rochers. Je me suis dit, putain, en fait, est-ce que je vais mourir, tu vois. Genre, j'arrivais pas à poser ma tente parce qu'il y avait plein de rochers. J'étais pas du tout au bon endroit. C'était vraiment hardcore et tout. Il y avait beaucoup trop de vent. Et donc, du coup, en fait, non, tu vois, genre, comment est-ce que tu t'en sors? Comment est-ce que... Et en fait, c'est que des moments comme ça, je trouve, la vie, pour moi, c'est une suite d'expériences. Et je trouve qu'une vie réussie, c'est une vie où tu apprécies le temps qui passe. Et en fait, je pense que moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours d'avoir des expériences qui me font apprécier le temps qui passe. Donc, je suis pas un stressé, tu vois, de vieillir, etc. Tu vois, si demain je meurs, je touche ma tête, je sais pas si on touche du bois ou pas. Mais en gros, je me dirais, genre, j'ai kiffé ma vie, tu vois, et je kiffe. Donc, c'est le plus important. Ok, très clair. Un livre, un podcast, une vidéo, un truc que tu as vu récemment qui t'a inspiré, que tu recommandes? Un livre que j'ai kiffé récemment, parce que du coup, je suis pas mal dans le sport, Born to Run. Ok. Super intéressant. Il y a une stat qui m'a marqué. En gros, c'est que après 30 ans, il y a moins de 1% de la population qui va une fois dans sa vie courir à sa vitesse maximale, en mode sprint. Ok. Et c'est une vraie question, tu vois. Genre, j'ai parlé avec des potes autour de moi et je leur ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as couru comme quand tu étais petit et que tu courais, tu vois, genre sans t'arrêter. Et en fait, les gens ils me disent, pourquoi tu me poses cette question, tu vois? Genre, non, je cours pas, tu vois. Ou genre, et pareil, tu vois, j'ai même des potes qui courent, tu vois, mais qui courent jamais en sprint à fond. Et en fait, je trouve que c'est ça, tu vois, c'est que c'est assez drôle d'avoir ce truc que quand on est petit, on nous dit toujours d'aller plus lentement, tu vois, genre fais attention, cours pas trop vite, c'est un peu la phrase, tu vois, qu'on dit, qu'on donne aux petits. Je le vois avec mes neveux, tu vois, c'est ça, les parents ils disent cours pas trop vite et tout. Moi, je suis l'oncle qui leur dit si cours à fond, tu vois, en fait, parce que c'est ça la vie, tu vois, je pense et dans ce livre, en fait, du coup, le livre est assez intéressant. Je spoil un petit peu le truc, mais globalement, il y a une tribu au Mexique qui fait de l'ultra marathon, mais en fait, les mecs ils sont hors normes, c'est-à-dire que toi, les ultramarathoniens, ils ont leur gel, les machins et trucs. Les gars, ils mangent des burritos, tu vois. Et en fait, ils courent en sandales ou pieds nus, ils s'en battent les couilles. Et en fait, les gars, ils font des temps genre de malades mentaux, mais parce qu'ils kiffent ça, tu vois. Et parce que eux, en fait, la course, c'est une joie, tu vois. Et je trouve que c'est très bien. J'adore le hustle culture, j'adore, tu vois, je sais qu'il faut souffrir à certains moments pour arriver à des résultats et tout. Mais en fait, je trouve que la haine et l'amour, c'est deux sentiments, tu vois, qui peuvent être très très proches, enfin, ou qui sont limités. Parfois, la limite peut être très vague, tu vois.
Mais en fait, je trouve que utiliser son corps avec beaucoup d'amour, tu vois, quand tu fais du sport et aimer ce que tu fais. Et pareil, tu vois, la course, c'est une métaphore pour plein d'autres choses dans ce que tu fais, tu vois. Et je trouve que vraiment avoir cette envie de faire les choses, mais cette envie profonde et d'y aller à fond, bah, en fait, c'est un truc qu'il faut jamais perdre. Et je trouve qu'il y a trop d'adultes qui se sont perdus dans les cases, dans le système. Et quand on voit le système scolaire, c'est normal, tu vois, qu'on soit amené à faire ce qu'on fait ou que la majorité de la société fasse ce qu'on fasse. Mais je trouve que c'est dommage, en fait. Parce qu'on perd, en fait, la beauté de la vie, tu vois, et ce qui fait que on est sur Terre que pendant un laps de temps donné, et qu'il faut en profiter à fond, quoi. Ok, bon bah merci beaucoup pour tout ça. Et deux dernières questions. Un entrepreneur que t'aimerais bien, alors entrepreneuse que t'aimerais bien voir ici potentiellement. Ici, c'est quoi? Faut que je te fasse une intro ou un mec que moi j'aimerais bien voir? Un mec que t'aimerais bien voir ou après si tu veux faire une intro, je suis pas contre. Non, ce que tu veux, qui tu veux. Si c'est un mec que j'aimerais bien voir. Après si tu me dis Steve Jobs, c'est compliqué. Ça va être un peu chaud. Français ou international? Dans l'idéal français, comme ça, c'est quelqu'un que je pourrais inviter. Bah, je pense un entrepreneur français, Arthur Mèche, le CEO de Mistral AI. Ok. Je le connais pas, mais c'est une boîte qui, eux, ils ont levé énormément d'argent. Ouais. Mais je trouve que la mission est folle, en fait. Tu vois, genre, en fait, ça me fait kiffer de voir qu'il y a encore des gens en France qui ont de l'ambition. Genre, eux, ils veulent en gros être compétiteurs de OpenAI. Donc, tu vois, genre, vraiment se positionner sur la partie intelligence artificielle qui, aujourd'hui, en fait, c'est acté que le monde de demain va être totalement transformé et qu'on n'est pas prêt, tu vois, pour ce qui arrive. Donc, avoir un contender européen, c'est incroyable. Ils ont levé 400 millions la semaine dernière. Genre, j'ai envie de savoir comment ils comptent faire, tu vois, pour aller tout dégommer, quoi. Alors, justement, si tu veux lui poser une question, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu vas faire pour aller dégommer OpenAI? Ok, très clair. Bah, le message est passé. Donc, voilà. Guillaume, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Pour tout ce moment passé avec toi. C'était super. Merci à toi. Et puis du coup, abonnez-vous à iMakers et on se voit pour le prochain épisode. Trop cool.